Ok, ouais. Euh, alors, j'ai fait le collège, le lycée. J'étais plutôt pas trop mauvais, donc on m'a orienté naturellement vers les classes préparatoires. J'ai plutôt bien réussi. Alors, j'ai fait une 5,5, hein, j'ai redoublé la deuxième année pour intégrer des meilleures écoles d'ingénieurs et j'ai intégré une grande école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESPCI, qui est une école parisienne, qui est une école d'ingénieurs généraliste. Et du coup, il faut faire une année de spécialisation. Donc, on finit avec un bac plus 6. Enfin, ça m'a un peu dégoûté des sciences, on va dire. J'étais un peu fatigué des sciences. C'est généraliste, mais on fait que des sciences. Alors, généraliste parce qu'on touche à beaucoup de sciences, hein. On fait je sais bien, aussi bien de la physique quantique que de la chimie organique et un peu de physiologie. Donc, ça ratisse très large. Donc, la spécialisation, elle est pour se diriger vers une science particulière et beaucoup de mes collègues ingénieurs finissent par faire un doctorat en chiffres, donc un doctorat dans l'industrie et à faire de la R&D dans le privé. Voilà, c'est à ça que ça destine essentiellement. Moi, j'étais un peu fatigué, donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans les brevets. Et quand je leur ai demandé donc dans la propriété intellectuelle, si c'était utile de faire une quatrième année pour se spécialiser là-dedans, ils m'ont dit non, vaut mieux se former en continu. Donc mon idée, hein, mon projet professionnel à l'époque, c'était vraiment de partir dans les brevets parce qu'en fait, il y avait besoin de personnes avec une bonne culture générale et vu que j'avais touché à pas mal de sciences en profondeur, j'avais une vraie valeur, hein, pour ce métier. Et du coup, c'est un peu ce à quoi je me destinais et je me suis retrouvé à devoir faire une quatrième année quand même. Et donc, j'ai décidé de la faire en Norvège, en Erasmus, en choisissant mes cours dans un master qui s'appelait Industrial Ecology et donc dans les sciences de l'environnement, voilà, pour aller très vite. Et à l'époque, mes connaissances sur l'environnement étaient proches de zéro. Mon point de vue sur le changement climatique, c'était un truc aussi stupide que ça a toujours changé et au pire, les activités humaines ne font qu'accélérer un changement naturel. Bon, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, mais c'était quand même très off consensus scientifique, on va dire, la vision que j'en avais, j'en connaissais rien. Et donc, ça a été un peu un choc cette quatrième année en Erasmus parce que je me suis rendu compte de l'existence de ces grands problèmes environnementaux, en particulier le changement climatique et la perte de biodiversité, vraiment par le domaine universitaire. Je n'ai pas été converti à ça par un parti politique ou des associations ou des influenceurs. C'est vraiment par la littérature scientifique, par les universitaires qui nous enseignaient là-bas, que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Ça a été un choc assez enfin, je dis pas que ça s'est fait d'un coup, mais en une année, je me suis rendu compte que oui, il y avait quelque chose qui se jouait là-dedans et je voulais faire ma part. Et comme j'avais une école qui est orientée vers la recherche, j'ai choisi de faire un doctorat dans ces sciences de l'environnement. Et donc, j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement et plus particulièrement dans une méthode qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux, qui va regarder les impacts d'un produit ou d'un service, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, hein, que ce soit recyclé, mise en décharge, etc. Et ça prend en compte énormément d'impacts environnementaux différents. Et si je devais un peu caricaturer, si on réduit l'analyse du cycle de vie à la question du climat, on a ce qu'on appelle un bilan carbone. Et donc moi là-dedans, je travaillais sur un truc très particulier qui était dans cette méthode d'évaluation qui essaye de tout prendre en compte. J'ai essayé d'intégrer l'impact du bruit des transports routiers sur la santé humaine. Donc voilà, c'est comme toujours, hein, c'est un doctorat, c'est un tout petit bout dans un grand tout. Et en parallèle de ce doctorat, en fait, au fur et à mesure que je me documentais à la fois via mes enseignements et mon doctorat, mais également via mes recherches personnelles dans le champ scientifique, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaissait dans le champ scientifique sur le changement climatique, sur la perte de biodiversité, sur d'autres problèmes environnementaux qui passaient extrêmement mal vers le grand public, quoi. Il y avait vraiment un défaut pour moi de vulgarisation, de sensibilisation, de communication sur ce qu'on savait au niveau scientifique, sur quelles sont les causes du changement climatique, qu'est-ce qu'il faut y faire, voilà, quels sont les leviers qu'on a sous la main. Et donc, en parallèle de mon doctorat, j'ai commencé à faire une chaîne de vulgarisation scientifique, donc c'était assez intense, hein, on ne va pas se le cacher. Et puis, une fois que mon doctorat était fini, c'était la fin d'un CDD. Donc, j'ai pu avoir une période de chômage et j'en ai profité pour lancer mon activité de vulgarisation à temps plein. Et rapidement, mes revenus complémentaires sont venus diminuer ce que je recevais en chômage. Et je pense qu'au bout d'un an, je recevais plus rien. J'ai dû toucher moins d'un an de droits, quoi. Mais ça m'a permis de lancer cette activité. Et donc aujourd'hui, mon activité principale, c'est de la vulgarisation scientifique. C'est surtout sur YouTube. Ma source principale de revenus, c'est du Alors financement on va en parler participatif. après. Ouais, pardon.
Alors justement, par rapport à cette sensibilisation sur l'environnement, comment vous vous situez? Quelle était votre, vos habitudes de consommation justement médiatique en France? Parce que votre doctorat, vous l'avez fait où? En France ou à l'étranger? J'étais rattaché à une université française, j'étais à l'université de Cergy-Pontoise, mais c'était parce que le centre de recherche où j'étais ne pouvait pas délivrer des doctorats. Et le centre de recherche où j'étais était au Luxembourg, D'accord. euh, Ok, celui qui est mais vous devenu le habitiez LUST. en France. J'habitais à Longwy, mais j'aurais pu habiter au Luxembourg. J'habitais juste à la frontière luxembourgeoise. Ouais, d'accord. Et du coup, euh, voilà, quelles étaient vos consommations médiatiques et en particulier autour de YouTube? Alors, en dehors de YouTube, je suivais un peu les médias traditionnels. J'écoutais France Inter. Je lisais Courrier International. Pendant longtemps, j'ai lu Courrier International quand je prenais les transports. Et en fait, sur YouTube, ce qui m'a un peu convaincu aussi de me lancer sur YouTube, c'est à l'époque, attendez, je peux sortir mon CV parce que j'ai un problème avec les dates dans ma tête. Euh, mais à l'époque où j'ai fait mon année d'Erasmus, j'ai commencé à parler autour de moi du fait que je ne comprenais pas pourquoi ce qui était disponible sur Internet était si loin de ce qu'on savait dans le champ scientifique. Et l'état de YouTube, et en particulier du YouTube francophone, était vraiment choquant à cette époque. C'était quasiment que de la désinformation. Et quand je me suis positionné sur YouTube à l'époque, c'est aussi parce que c'était de la désinformation. C'était quelle époque? Alors, j'ai fait mon année d'Erasmus, je l'ai fait en attendez, laissez-moi 2 secondes. 2013-2014. J'ai commencé Ok. mon doctorat en 2014. Donc 2013-2014, quand je faisais des recherches réchauffement climatique sur YouTube, c'était quasiment que de la désinformation, y compris des documentaires Arte. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de faire de la désinformation sur le nucléaire, non, ça ils l'ont toujours fait depuis 20 ans, mais ils ont aussi fait de la désinformation sur le climat. Hein. Toutes les conneries, les documentaires, le secret des nuages, etc. C'était ça. Hein. Et aujourd'hui encore, hein, pour avoir discuté il n'y a pas longtemps avec eux, ils expliquent qu'on veut faire des documentaires qui font des vues et le reste, ils s'en tamponnent. Hein. Donc, à l'époque, ouais, c'était clairement. Et c'était Un peu d'autant moins plus sur Arte choquant quand que. même. D'accord. Un petit peu moins sur Arte, normalement. Ah bah maintenant, oui, maintenant, ça passerait plus sur Arte. Oui. Mais ils sont sur tous les mauvais coups. Et sur le climat, ça a bougé, y compris parce que des vulgarisateurs et des scientifiques ont commencé à gueuler, à monter au créneau. Mais ils continuent à faire des informations du même style sur d'autres sujets, que ce soit le nucléaire ou les pesticides. Et je trouve ça grave. C'est une autre question. Et en fait, c'était d'autant plus choquant pour moi l'état de la sphère francophone parce que moi, j'avais un enseignement qui était en anglais et vu que je faisais mes recherches dans des papiers ou des rapports ou les rapports du GIEC, etc., j'étais très ouvert sur la sphère anglophone. Et dans la sphère anglophone, il n'y avait pas autant de biais et en partie parce que les scientifiques se parlent entre eux en anglais. Donc, il y a des blogs de scientifiques en anglais, il y a Skeptical et Science, il y a des blogs de climatologues, etc. Ce qui fait que l'utilisateur anglophone avait l'accès aux connaissances que n'a pas l'utilisateur francophone parce qu'il y a cette barrière de la langue et on pourrait parler en plus des barrières à la publication. Hein, tout le monde ne peut pas accéder aux publications scientifiques, Ouais. ce qui est là aussi un énorme problème et un enjeu de société, un enjeu démocratique, quoi, quelque part. Ok, donc vous regardiez YouTube et vous disiez, mais il y a un gouffre, on va vraiment dans le mur. Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes dit, je vais essayer de faire quelque chose sur YouTube. Ouais, ouais, en fait, je me rendais compte que ce qu'on savait dans le champ scientifique, c'était important, même d'un point de vue citoyen, ça, c'est important. Le changement climatique, hein, ce n'est pas des impacts pour mes petits-enfants, c'est des impacts pour moi, qui sont déjà là pendant les canicules et les feux en France, qui seront encore là demain. Et donc, si je veux un avenir serein, il faut expliquer ce qui se passe et il faut agir. C'est ce que je me disais. Et alors, après, là où j'ai un peu évolué, on pourra en parler aussi, c'est que quand j'ai commencé à lancer ce projet, vraiment, ma vision, c'était on m'a fourni des éléments scientifiques qui m'ont convaincu de la gravité du problème et du fait qu'il fallait agir. Je vais amener ces éléments à d'autres et ça va les convaincre à leur tour. Donc j'avais une vision un peu, je dirais pas scientiste, mais un peu optimiste sur le fait que tout le monde a un raisonnement scientifique et qu'il suffit de présenter ces éléments pour les amener, pour entrer une action. Aujourd'hui, je serais beaucoup moins catégorique là-dessus, mais si j'avais choisi le réveilleur à l'époque comme pseudo, c'était ça l'idée, c'était voilà, je vous amène ces éléments dont vous entendez pas parler parce qu'il y a un problème de communication, hein, qui n'est pas forcément volontaire. Hein. On a des scientifiques qui ne sont pas formés à communiquer et on a des journalistes qui ne sont pas formés à comprendre la complexité de ces enjeux. Donc, il y a une forme
de problèmes, je sais pas comment dire, de lien entre la locomotive de la recherche scientifique et le train de la société derrière. Il manque un câblage quelque part. Et donc, mon but, c'était un peu, à ma toute petite échelle, hein, de combler un peu ce gap entre ce que raconte la science et ce que comprend mes concitoyens. Alors, comment vous y êtes pris? Vous n'avez pas de chaîne, ça germe dans votre tête. Comment vous faites? Quelles sont vos influences? Quelles sont les chaînes que vous regardez et vous dites ça, c'est intéressant, je vais le faire? Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, au moment même où vous vous lancez véritablement dans la première vidéo? Ouais, c'est une bonne question et ça devient un peu difficile pour moi parce que ça remonte à 10 ans pratiquement. Mais à l'époque, il y avait déjà de la Vulga qui existait en anglais, hein. Je pense Veritasium était déjà là depuis longtemps et ça fait très longtemps que je le regarde, donc ça doit faire plus de 10 ans. Et puis même en français, il y avait y-penser qui fonctionnait bien, etc. J'avoue que, en fait, moi, mon positionnement, je suis assez éloigné des influenceurs politiques, etc. Je fais surtout de la vulgarisation scientifique et c'est de ce milieu dont je suis proche. Donc aujourd'hui, des gens comme Science for All, comme Eureka, comme Monsieur Phi, comme Philoxime, en fait, des gens souvent d'ailleurs qui ont un doctorat, hein, qui font de la vulga sur YouTube avec un doctorat sur le domaine où ils font de la vulga. Mais à l'époque, voilà, je voyais cette vulgarisation scientifique type y penser, donc je savais que ça pouvait exister. Et je me suis positionné sur YouTube parce qu'il y avait de la désinformation et c'était un peu pour apporter une contre-voix, quoi. Sachant qu'à l'époque, et là on reviendra parce que ça peut être intéressant, à l'époque j'étais aussi dans cette vision, je dirais en étant très méchant, journalistique, de l'information, c'est de faire parler les différentes personnes. On invite une personne à charge et une personne à décharge et le public se fait son opinion. Je suis vraiment revenu là-dessus. Je pense que c'est une très mauvaise façon de faire de l'information. Mais voilà, à l'époque, je me suis dit, il y a cette désinformation qui existe, je vais me mettre à côté et je vais raconter l'autre version de l'histoire, et puis je laisserai le spectateur se faire son opinion. Après, j'ai évolué et par exemple, j'ai été directement critiquer les discours climato-sceptiques et montrer ce qui n'allait pas dans ce qu'ils racontaient. Donc j'ai eu une approche de l'information qui était très différente, où j'allais aussi critiquer ce qui se racontait en face et où je faisais la synthèse, y compris en intégrant l'autre version de l'histoire, entre guillemets, dans mes vidéos, quoi. C'est-à-dire que vous alliez regarder des vidéos qui racontaient un petit peu n'importe quoi et vous les décortiquiez sur votre chaîne. Ouais, ouais, j'ai fait des vidéos et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'a permis de un peu je pense que ces vidéos que j'ai fait sur les climato-sceptiques, ça m'a permis d'avoir une forme de reconnaissance assez importante venant de spécialistes de ces domaines-là, de climatologues, etc. Et en fait, j'ai fait, il doit y avoir 5 vidéos sur la chaîne où vraiment j'ai pris une conférence de Vincent Courtillot, qui est un de nos grands climato-sceptiques français, qui a fait beaucoup perdre de temps à la France, je pense. Et j'ai découpé à chaque fois, il y a ces séquences où il raconte des trucs, et puis je montre ce qui ne va pas, pourquoi il lit mal cette étude, ce qu'il ignore comme élément, ce qu'il fait comme erreur. Et d'ailleurs, il y a des sophismes qui sont assez intéressants, il y a des trucs assez classiques, genre des folies d'idem, etc. Et plus tard, il y a François Gervais, qui est un climato-sceptique que je trouve beaucoup moins intéressant, parce qu'il est un peu il est plus approximatif. Courtillot, c'était quelqu'un de malin. Enfin, son argumentaire, il est tellement bien ciselé que je peux pas croire qu'il ne le fasse pas exprès. Alors que François Gervais, c'est plutôt quelqu'un qui comprend rien, quoi. Et on m'avait envoyé, aujourd'hui, hein, c'est un des climato-sceptiques les plus écoutés en France, et notamment sur YouTube. Et on m'avait envoyé une conférence de François Gervais. Et j'avais dit non, hors de question que je lui donne de la visibilité. J'en parlerai que s'il fait beaucoup de vues, genre s'il dépasse les 100 000. Et en 2 semaines, il a fait les 100 000. Aujourd'hui, il doit être à 500 000. Et donc, pareil, j'avais pris des séquences et j'avais expliqué ce qui allait pas, pourquoi c'était pas du tout une description de ce qu'on savait, quoi. Pourquoi il avait juste faux. Et donc, je suis passé d'une approche qui était je présente les éléments à une autre qui est je critique aussi les arguments des gens en face, quoi. Et maintenant, quand je fais une vidéo, ça se veut quand même une synthèse sur un sujet. C'est pas juste une exposition d'une version de l'histoire. C'est moi, je fais le travail d'aller chercher l'information, d'aller voir ce qui se raconte en pro et anti, entre guillemets, quoi. Et j'essaye de faire une synthèse où, voilà, c'est aujourd'hui, avec les éléments scientifiques, qu'est-ce qu'on peut dire d'un sujet donné. Et j'ai pas d'opinion avant de faire une vidéo. Enfin, il y en a toujours une, hein. J'ai toujours une position bayésienne, ne serait-ce que à cause de mes préjugés, mais j'essaye de pouvoir qu'elle soit souple, quoi. Et avant de faire une vidéo, vraiment, une vidéo aujourd'hui, ça me prend entre, je dirais, Ouais, on va revenir sur plus ce d'une. point-là. Ouais, pardon. On va revenir sur ce point-là. Mais alors, quand on fait de la vulgarisation,
j'imagine qu'on réfléchit à la pédagogie, on regarde un petit peu ce qui se fait. Et vu que là, vous êtes un peu dans à cette époque, un domaine un peu nouveau, quelle est votre réflexion par rapport à la pédagogie? Des exemples, des contre-exemples? Est-ce que c'est vos cours à l'université qui vous dit, bah voilà, je vais me planter devant une caméra et puis je vais donner un cours? Comment vous réfléchissez? Alors, quand j'ai commencé, ça a pas mal changé, hein, le format sur la chaîne. Quand j'ai commencé, je me suis dit, voilà, faut des vidéos courtes, quoi. J'essaye de faire un truc face cam, dynamique, je change un peu les positions. C'est un peu nul, hein, si vous regardez les vues de la chaîne, c'est un peu nul. C'est très éloigné de ce qui se fait, de ce que je fais maintenant. Et donc, au début, je visais un truc plutôt grand public, plutôt court, euh, sachant que s'il y a quelque chose qui me semble important mais que c'est compliqué, je prends le temps de l'expliquer. Et donc, rapidement, il y a eu une inflation, hein, sur ma chaîne et rapidement, j'ai fait des formats assez longs, en particulier une fois que j'ai fini mon doctorat. Et maintenant, je fais des formats. J'ai des collègues qui m'ont déjà dit, alors rarement en face, mais qui disent que je fais un peu du B2B, quoi, que je parle plutôt à des gens qui font de la vulgarisation que directement au grand public. Quand je parle de voiture électrique, c'est 2 vidéos d'1 heure, quoi, parce que je considère que c'est le temps qu'il faut. Et à la limite, si demain je fais une vidéo plus courte, plus punchy, plus rapide, je pourrais me le permettre parce qu'il y a ces 2 vidéos qui permettent d'aller dans les détails. Ouais, d'approfondir. Et quelque part, ce format qui permet d'aller en profondeur, je pense qu'il est indispensable et je pense qu'il ne peut pas exister sur les médias traditionnels pour des raisons d'audimat, de temps, d'argent. Et du coup, YouTube permet de faire ça. Et aujourd'hui, c'est ce type de format qui m'apporte ma communauté, qui me rémunère. Donc, je vais Alors continuer à justement, faire ça. par rapport à la communauté qui au départ n'existe pas, comment vous projetez votre public? Vous l'imaginez comment au départ? Bah, je pense que toutes les personnes qui se lancent font la même erreur, qui est de se dire, je vais me lancer, mes proches vont trouver ça cool, ma famille va trouver ça cool, ça va être très partagé par mes cercles les plus proches, et ça n'arrive jamais. Et donc, euh, et donc, on finit par trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui se posent des questions auxquelles on apporte des réponses. Et surtout, en fait, ce qui se passe sur une chaîne qui grossit ou qui fonctionne bien, je dis pas que moi, je pense que je l'ai moins bien fait que d'autres, mais il faut identifier des communautés qui existent déjà et qui sont similaires. Il faut essayer d'avoir des ponts avec ces communautés. Donc, si c'est d'autres vidéastes, il faut faire, par exemple, pas des partenariats, des collaborations avec ces autres vidéastes. Parce que s'il y a des communautés similaires, il va y avoir des échanges assez importants. Et j'en ai fait assez tôt avec Gilles de la chaîne Eureka, qui parle d'économie, mais qui a une approche aussi un peu objective, entre guillemets, hein. Je sais bien qu'il n'y a pas d'objectivité parfaite, mais moi, j'ai un ton quand même qui essaye d'être objectif, j'ai un ton qui est relativement neutre et je pense que mes vidéos sur le climat peuvent être regardées par des climato-sceptiques. Je ne suis pas en train de dire, ah, les gens qui ne croient pas que c'est l'homme, c'est vraiment des gros connards. Donc, j'essaye de ne pas les antagoniser pour avoir un espèce de terrain neutre où les différentes sensibilités peuvent regarder la vidéo et voir les arguments et être éventuellement convaincus. Et j'ai pas de, je peux pas avoir de quantification que ça, mais j'ai quand même des retours qualitatifs. Il y a des gens qui me disent j'étais anti-nucléaire, j'ai changé, j'étais anti-éolien, j'ai changé, je croyais pas que c'était l'homme qui faisait le climat, j'ai cru François Gervais, j'ai changé. Donc je sais qu'au moins sur quelques points, j'arrive à parler à des gens qui ont une opinion très fortement opposée à la mienne en ayant un ton relativement neutre. Et donc avec Gilles de la chaîne Eureka, j'ai fait une vidéo avec les de la chaîne Science for All, donc des gens en fait qui sont dans des domaines différents, mais qui ont plutôt une approche, un style qui est proche. Et puis au début, j'avais eu un partage de Monsieur Mondialisation aussi, qui m'avait fait beaucoup de vues. Plus récemment, j'ai fait des collaborations avec la chaîne YouTube du Monde. Et là aussi, ça m'a fait un apport assez important. Et donc là, c'est un truc voilà, qu'on se rend assez vite compte quand on fait la chaîne, c'est faut essayer d'identifier dans quel écosystème on peut s'intégrer si on veut trouver des personnes, quoi, trouver du soutien, trouver une communauté et avoir une certaine visibilité. Et par contre, après, j'avoue que moi je reste un peu buté. Comment dire, je suis assez peu, enfin, je suis assez peu la réussite des vidéos. Je passe assez peu de temps à. C'est de moins en moins de vrai, mais pendant longtemps, je ne mettais pas très longtemps sur les miniatures. Je ne fais pas des Google Trends pour voir quel mot fonctionne. Et puis surtout, on m'a toujours dit faut faire des vidéos de 10 minutes. J'ai jamais fait ça. Quand j'ai commencé à faire des vidéos d'1 heure, tout le monde me cassait les couilles. J'ai dit non. Je pense que c'est le format qu'il faut. Il y a un public pour ça. C'est important que ces formats existent, même si ça ne fait pas énormément de vues. Et en fait, mon point de vue, ça a toujours été de dire voilà, il y a un écosystème de l'information
dans cet écosystème, je pense que le ruissellement, il fonctionne mieux que dans l'économie néolibérale en théorie. Et du coup, si je fais des formats un peu plus compliqués, il y a des personnes qui peuvent s'en inspirer pour faire des formats plus courts. Moi, je ne sais pas faire de format tout dessiné de 10 minutes, je ne suis pas graphiste. Donc, il y a des gens qui peuvent faire ça mieux que moi. Par contre, moi, je sais aller voir un mec qui est professeur d'université qui s'appelle François Gervais et qui prétend que la science raconte l'inverse de ce qu'elle raconte. Je peux aller décortiquer ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que j'ai une formation scientifique extrêmement solide et parce que j'ai un doctorat. Donc, je sais comment la vulgarisation scientifique, enfin, comment la publication scientifique fonctionne. Et en plus, avec le temps, j'ai une communauté, y compris des experts qui me suivent. Donc, je peux en plus être aidé par des climatologues. Ce qui fait que dans cet écosystème, c'est là que je suis le plus utile, en faisant des vidéos chiantes d'1 heure qui vont embêter ce professeur d'université à la retraite qui raconte n'importe quoi. Alors que faire des vidéos cool de 5 minutes sur l'effet de serre, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent le faire. Donc, c'est un peu une vision de où est-ce que moi je suis le plus utile dans la mission que je me suis donnée par rapport à ce que je sais faire et par rapport à ce qui existe d'autre. Et là où je le vois, c'est que maintenant, j'ai des collègues vulgarisateurs qui, quand ils veulent parler d'énergie ou de climat, viennent me demander de relire leurs textes, viennent me demander un peu, voilà, est-ce que tu as une source crédible là-dessus? Et je les oriente. Et ça peut être Syllabus, ça peut être Nota Bene, ça peut être Sciences de comptoir, que j'aide très souvent bénévolement, parce que c'est rarement des gens qui ont beaucoup de sous. Quand c'est des vulgas qui ont des partenariats, etc., ils me payent pour que je fasse une relecture un peu de spécialiste ou d'expert. Parce qu'en plus, j'ai la double casquette d'être non seulement assez calé sur ces sujets, je ne suis pas un expert dans le sens où je publie pas sur le climat, mais je l'enseigne et l'étudie depuis 5 ou 6 ans, donc ça va, je suis assez calé. Et en plus, je suis un vulgarisateur, donc pour eux, je suis un excellent profil pour relire. Donc, il y a un écosystème qui existe de la vulgaire scientifique, et ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Alors du coup, votre public, il a quel âge à peu près? Est-ce qu'il est plutôt masculin, féminin? Quel niveau d'études? Vous avez un peu identifié ça? Ouais, je sais pas à quel point c'est biaisé les outils qu'on a sur YouTube, c'est dur à savoir. Euh, pour Sur mon plus l'âge et grand le regret, genre, c'est assez fiable. bah pour le genre, ça me paraît vraiment bizarre parce qu'on en parle souvent avec des collègues vulgarisateurs et je pense qu'il y a même des biais qui est par exemple que si c'est un couple qui regarde la vidéo, il y a énormément de chances que ça soit le compte du mec qui soit log. Et donc, il y a ce type de biais, je pense. Donc, mais quand je regarde, moi, par rapport à des collègues, attendez, je vais juste chercher mes données, ça sera plus intéressant si je les ai sous les yeux. Analytique, audience, Donc, quand je regarde par rapport à des collègues, je suis le plus masculinisé, alors que je ne fais pas des vidéos de muscu. Donc là, je vois depuis le début de la chaîne, j'ai 91,5% d'hommes. Donc, dans la vulga scientifique, il y a un biais, mais malgré tout, je suis quand même à un extrême, quoi. Ouais. Alors Le public, est-ce que c'est pas la thématique un peu scientifique, techno, quoi? ouais, peut-être parce que je fais aussi des Ingénieur, vidéos parce que sur quand on regarde les l'énergie. écoles d'ingénieurs, c'est quand même à peu près les mêmes stats pour les étudiants, hein. Ouais, mais c'est gênant. Enfin, sur les questions de climat, je trouve ça gênant, mais je ne sais pas trop quoi faire. Et ouais, Mais je justement, suis, alors, ça vous pose question, mais vous balayez ça, genre c'est un biais, ou vous essayez de rectifier un petit peu, ou comment vous pouvez agir là-dessus? c'est une bonne question. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas l'impression de faire un contenu pour les hommes. J'ai juste l'impression que une approche un peu objective, technique, scientifique de ces questions intéresse moins. Vous J'essaye comparez de. avec d'autres justement, je sais pas, Nota Bene, ou qui explorent des domaines un peu différents, et de voir un peu si voilà, les pourcentages d'hommes et de femmes diffèrent. Bah oui, mais c'est. Alors, quand je regarde, oui, c'est vraiment dépendant du sujet. Parce que je vois même Syllabus, elle a énormément, énormément d'hommes, alors que c'est une femme qui présente, mais c'est parce qu'elle parle de physique. Et mon collègue, Monsieur Bidouille, qui parle technique électronique, il a plus de mecs que moi, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment un biais de sujet. Si on va commencer à parler de biologie, il va y avoir plus de femmes. Et si on parle d'histoire ou de sciences sociales, il y a plus de femmes. Et moi, mon but, c'est de parler de climat et d'énergie. Donc, Ouais. et ça, par contre, je ne sais pas comment attirer un public plus féminin là-dessus. Ouais. À faire des partenariats avec d'autres, justement, peut-être, qui ont un public très féminin, et puis de les mélanger, je sais pas. Ouais,
c'est possible, mais j'ai peur que, par exemple, si je fasse un partenariat avec Nota Bene, il faudrait trouver une vidéo qui parle d'histoire et de climat, ce qui est tout à fait possible. J'ai peur que ça soit la partie masculine de son public qui va venir voir des vidéos de climat, quoi. Si c'est vraiment un enjeu de thématique, je suis un peu, Ouais, je suis un peu bloqué, quoi. ouais. Après, si c'est un enjeu de style, faudrait voir. Je pense que mon style va continuer à évoluer. En particulier, ce que j'ai fait avec les vidéos du monde m'ouvre quand même des portes, hein, parce que j'ai appris à travailler avec un graphiste et à faire un contenu qui est assez différent. Et donc ça, je peux avoir envie de le reproduire sur la chaîne. Après, ça devient une question de moyens, hein, parce que le monde peut se payer un graphiste. Moi, ça peut être un peu plus compliqué. Mais enfin bon, donc, Ouais. pour en parler, si on discute plus tard de quel projet j'ai sur la chaîne, il y a aussi des choses à dire. Mais Mais justement, vous avez pris en compte un peu le design, euh, comment la mise en scène finalement, aussi des vidéos. Est-ce qu'il y a un design particulier est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'il y a un design de la chaîne qui est très contraint, euh, contraignant plutôt, mais à l'intérieur de chaque vidéo, on peut travailler différemment. ouais, non, en fait, comment dire, je pense qu'il y a des personnes qui considéraient presque que je fais pas de la vulgarisation, que je fais plutôt de l'éducation, dans le sens où mon contenu, il est moins storytellé, quoi. Il est plus, c'est plus une approche analytique, objective, entre guillemets, encore une fois. Et du coup, moi, vraiment, le but quand je fais ma vidéo, c'est, voilà, j'ai ces notions complexes que je veux faire passer. Quel est le meilleur enchaînement logique pour faire passer? Quelle est la manière la plus claire de le dire? Est-ce que j'utilise ces mots de jargon en les définissant? Est-ce que je peux m'en passer? Pour ces notions compliquées, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je peux mettre à l'écran pour que ça aide? Et par exemple, quand je réfléchis à avoir un graphiste qui travaille avec moi, c'est même plus dans une approche de chouette, je vais pouvoir pour tracer des belles courbes et montrer quand j'intègre, et ça va permettre de plus facilement comprendre que dans une approche de ça va être plus joli et je vais faire plus de public, quoi. Donc, Ouais. je reste dans une approche vraiment de, Efficacité. ouais, et très centré sur le fond, quoi. Et je suis même assez peu dans l'injonction à l'action ou l'injonction morale je suis vraiment dans l'exposition des faits, et derrière, alors, il y a toujours une idéologie, mais il y a cette idéologie un peu de aujourd'hui, en fait, ces faits sur le climat sont suffisamment clairs, suffisamment consensuels et suffisamment graves pour que la présentation des faits soit déjà un acte politique. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est Ouais. aujourd'hui, j'expose la gravité du changement climatique. Ça me paraît évident qu'on doit faire quelque chose. Aujourd'hui, j'expose objectivement les intérêts de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Ça paraît évident que la voiture thermique, elle est finie, quoi. Et c'est consensuel dans la littérature depuis longtemps, même s'il y a des informations à l'œuvre pour plein de raisons. Et voilà, donc je reste vraiment tout le format, l'écriture, le montage, il est centré sur essayer de faire passer le plus d'informations de la façon la plus claire possible. Mes vidéos d'une heure, faut se concentrer pour les suivre pendant une heure. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que quelqu'un qui veut comprendre ces vidéos peut le faire. Donc dans ce sens-là, je fais de la vulga. Je pense que quelqu'un qui est au lycée, qui regarde ma vidéo sur la voiture électrique, peut comprendre ce qui se passe. Par contre, il va pas trop rigoler et ça va lui demander un peu de concentration, quoi. Alors justement, sur une vidéo d'une heure, les statistiques, elles disent quoi sur la durée de visionnage? Euh, c'est une, c'est une bonne question. Je pourrais regarder. Je pourrais regarder. Mais Euh, Effectivement, il y a l'intention initiale que le contenu doit prendre une heure pour être approfondi, etc. Et puis la réalité que, au bout de 10 minutes, voilà, les gens s'en vont. Euh, ouais, je peux Enfin, essayer c'est de regarder. toujours, je crois que c'est une En fait, ouais, moyenne, hein, il n'y a pas de. ouais, ouais, c'est. Attendez, il faut juste que je trouve où on le voit. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais en fait, faut aussi. Enfin, il y a un outil, moi, je trouve, qui m'a pas mal aidé sur YouTube, qui est les timecodes qu'il y a maintenant. Et en fait, c'est un peu comme ça que je pense la vidéo. C'est la vidéo sur la voiture électrique. En fait, ça va être une espèce de gros bouquin, et il y a des gens qui vont juste venir lire un chapitre. Donc, il y a un aspect sur les émissions de CO2, il y a un aspect sur le vieillissement de la batterie, il y a un aspect sur la pollution de l'air. Et en fait, sur les pics là des moments les plus vus,
je vois qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça et qui savent que l'information, elle est là quelque part et qui viennent la récupérer. Et donc, il y a un Du coup, chapitrage avec les timecodes pour accéder directement. ouais, ouais, ouais. Et ça, je trouve ça hyper bien. Et moi, j'utilise mes propres vidéos comme ça parce que j'ai pas une mémoire infinie. Donc, des fois, je reviens dessus et je retrouve très rapidement l'information que j'ai envie. Donc, je sais que ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça joue aussi un rôle important dans la manière dont j'explique. Il y a un enchaînement logique, mais il y a aussi l'idée que les parties doivent être à peu près se suffire à elles-mêmes ou être à peu près compréhensibles d'elles-mêmes. Et du coup, ça fait qu'il y a une séparation des questions qui est plus nette. Et quelque part, ça aide à écrire ce type de contraintes, honnêtement. Ouais, Ça aide justement, à produire. comment vous préparez un épisode? Comment vient le sujet? Est-ce que vous enquêtez? Combien de temps vous écrivez? Comment ça se passe? Alors, en fait, le sujet, je ne sais pas s'il y a tant de chaînes comme ça, mais moi, je parle vraiment d'énergie et de climat. Et du coup, j'essaye de balayer un peu tout ça, sachant qu'il y a énormément de sujets. Donc, en fait, j'ai une bonne idée de tous les sujets qui me restent à traiter. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Et après, ce qui va jouer, c'est un peu dans quel ordre je le fais. Et donc, là-dessus, il va y avoir des problèmes de logique dans la vidéo. Même moi, en termes de recherche, par exemple, si on arrive sur un sujet compliqué comme l'hydrogène, en fait, l'hydrogène, c'est compliqué parce qu'on peut le faire avec n'importe quelle énergie et on peut avoir n'importe quel usage. Donc, en fait, si vous voulez comprendre le sujet de l'hydrogène, vous devez quasiment comprendre tous les autres sujets de l'énergie. Je ne peux pas parler de la voiture à hydrogène si je n'ai pas compris la voiture électrique. Je ne peux pas parler de distribution et de stockage d'hydrogène si je n'ai pas fait le même travail pour le gaz naturel, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup d'analogies entre les deux. Donc, voilà, par exemple, j'ai commencé, je me suis dit, tout le monde parle d'hydrogène, je vais faire une vidéo sur l'hydrogène. Et puis, je me rends compte que c'est très lié, pour des raisons compliquées à expliquer, mais c'est lié à une autre question qui est celle de la capture et du stockage de carbone. Donc, j'ai commencé à enquêter là-dessus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je parle de l'hydrogène, je me rends compte, bon, l'hydrogène dans la mobilité, ok, l'hydrogène dans la mobilité, ça n'a aucun sens parce que la voiture électrique est infiniment mieux. Donc, j'ai fait une vidéo sur la voiture électrique. Et après, je me dis, est-ce que ça va être bien si on le stocke pour faire la production d'électricité, stockage d'électricité, etc. Et je me rends compte qu'on le stockerait ou on le transporterait dans des trucs similaires au gaz naturel. Donc, je me dis, avant d'arriver là-dessus, il faut que j'ai fait le gaz naturel. Et en fait, pour ces prérequis, quelque part, ça fait des vidéos sur ma chaîne. Et donc, je me retrouve. L'hydrogène, je pense, j'ai commencé à vouloir en parler en début 2020. Et j'ai prévu de faire 4 vidéos dessus. Et je pense que ces vidéos seront finies en mi-2023, quoi. Et donc, je me rends compte, En à fait, cause de ces problèmes c'est un logiques à travail de démarrer. chercheur, sauf qu'au lieu de publier des articles, vous publiez des vidéos, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est un travail, c'est pas une recherche originelle. Oui. Ce que je produis, c'est une sorte de synthèse critique des éléments disponibles. Alors, je dis pas que je le fais bien, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et après, il y a un peu l'actualité, il y a un peu la pression de la communauté dans un sens positif, quoi. Et positif ou enfin, je me rends compte qu'il y a un peu des biais là-dessus. Par exemple, sur ma série sur l'énergie, la logique aurait voulu que je commence par une vidéo sur le charbon, une vidéo sur le gaz naturel, parce que c'est des sources qui sont énormément utilisées dans le monde, hein. Ça fait quand même le gros bulk de l'énergie mondiale. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas tellement de demandes là-dedans. Ça intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'on leur parle d'éoliennes, de photovoltaïque, de nucléaire parce que c'est controversé, de l'hydrogène parce que c'est le nouveau hit. Et en fait, le truc qui fonctionne et qui fait 80% de la structure mondiale d'énergie, ça intéresse pas grand monde. Ce qui fait que j'ai moins d'incitation à aller vers ces vidéos-là. Il faudra que je finisse par les faire. Mais rétrospectivement, je me rends compte maintenant que la logique aurait été de commencer par ça, même si ce n'est pas les vidéos que les gens veulent voir. Donc ça veut dire que vous êtes quand même influencé par les sollicitations, même implicites, du public, Ouais. et qui a envie de. Alors, d'ailleurs, ces sollicitations, elles apparaissent comment? À travers les commentaires ou à travers ce que vous lisez dans la presse? Alors, ça peut être un peu l'actualité. Le problème, c'est que je mets des mois à faire une vidéo, donc j'ai pas de souplesse là-dessus. Donc, l'hydrogène, ça serait d'actualité entre guillemets parce que ça fait que quelques années qu'on en parle et on va encore en parler dans les années suivantes. Donc, ce qui m'a poussé à traiter l'hydrogène, c'est parce que c'est devenu un sujet un peu politique, quoi. Alors que techniquement, il n'y a rien qui ait changé. Il n'y a aucune raison que ça devienne un sujet politique à ce moment-là, mais bon. Euh, et du coup, là, clairement, s'il n'y avait pas eu cette actualité-là, l'hydrogène, ça aurait été des vidéos qui seraient apparues plus tard sur la chaîne. Donc, il y a une pression de l'actualité, et puis après, il y a une pression de la communauté qui se manifeste dans les commentaires, qui se manifeste également beaucoup par les messages privés.
que ça soit par des canaux comme Facebook, comme Twitter, mais également par mail. Et voilà, donc c'est un ensemble de pressions qui joue un peu sur l'ordre des vidéos. Et puis après, il y a aussi pas des biais personnels, mais un itinéraire personnel, et puis y compris une certaine lassitude, une certaine fatigue. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'éolien en mer, qui est un sujet controversé. Ça a été la première vidéo avec un partenariat de la chaîne. Le partenaire, c'est la Commission nationale du débat public. Donc, c'est un partenaire public, neutre, qui a pour vocation d'informer le public. Et il y a des gens qui sont venus me casser les couilles en disant, si tu n'étais pas payé, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, si tu n'étais pas payé pour raconter ça, tu n'aurais pas raconté la même chose, tu perds ce que tu faisais et tout. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et du coup, j'ai dit, allez, j'arrête de parler d'énergie pendant 6 mois, je vais parler de climat, je préfère le climat. Et Ça, donc là, c'était il y a dans les aussi un peu commentaires? des… Ouais, et le pire là-dedans, mais enfin, là, il y a un problème, c'est que je sais que c'est le fait d'une minorité, je sais que je devrais passer outre, l'ignorer, mais c'est pas aussi facile que ça. Et c'est pareil pour les commentaires injurieux, et c'est pareil pour les mails dégueulasses. On sait très bien que c'est une minorité, on sait qu'on ne devrait pas se laisser influencer sur le travail qu'on propose à l'immense majorité silencieuse, mais c'est pas si facile que ça. Et du coup, je pense que si l'éolien en mer, ça n'avait pas été reçu comme ça, j'aurais peut-être parlé de gaz naturel sur la chaîne plutôt que parler d'inertie climatique. Et là, je vais parler un peu du rôle de la vapeur d'eau dans le climat. Ah, et ça, c'est intéressant aussi. La vapeur d'eau dans le climat, qui est la prochaine vidéo sur la chaîne, qui est en fait un espèce de marronnier de la désinformation climato-sceptique. J'ai fait une vidéo là-dessus alors que j'avais déjà une vieille vidéo sur la chaîne qui n'a pas été beaucoup vue, parce que ça revient dans les commentaires, dans le débat public, entre guillemets, dans les commentaires sous ma vidéo que j'ai fait sur Le Monde. Et c'est en partie parce qu'une hydrologue, Aziza, a raconté n'importe quoi sur une interview Thinkerview qui fait 750 000 vues. Et donc, je me retrouve à ramasser les pots cassés derrière. Et donc là, c'est aussi une autre forme de réaction à l'actualité. C'est une réaction à une désinformation qui se répand, que je vois moi dans les messages qu'on m'envoie, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé qu'est-ce que tu penses de cette interview? Elle dit que en fait le changement climatique, c'est pas le CO2, c'est les émissions de vapeur d'eau par les sociétés humaines. Et on se retrouve à débunker cet argument climato-sceptique qui a 25-30 ans et qui a jamais eu aucune substance. Ça, c'est Parce une qu'il est hydrologue qui a fait un interview sur Thinkerview. ouais. C'est la nouvelle coqueluche des médias qui parle d'eau partout, là, et Emma Aziza. Et alors, sur le lien entre vapeur d'eau et climat, elle raconte n'importe quoi. Les climatologues me le disent en privé, et je suis là, mais les gars, faites une lettre ouverte, c'est pas à moi de faire votre boulot. Elle se réclame de votre expertise pour faire des informations sur le climat. Il y a un moment, c'est pas possible. Ah, vous voyez, je suis un peu énervé. Hein. Euh, Dites-moi alors, comment vous êtes aidé pour travailler? Parce que c'est vrai que si vous êtes un peu une équipe, même que de deux, toutes ces mauvaises informations que vous recevez, ces mails injurieux et tout ça, on les absorbe mieux quand on est plusieurs. Vous travaillez seul ou vous êtes accompagné? Je dirais un peu entre les deux. Aujourd'hui, il y a une seule personne qui est rémunérée sur la chaîne, c'est moi, et c'est moi qui ai l'essentiel du pourcentage en heures de travail. Après, j'ai des collègues vulgarisateurs, j'ai des amis avec qui je discute, et surtout, alors c'est beaucoup plus vrai une fois que j'ai commencé à faire ça un peu professionnellement, hein, parce que ça prend du temps. Donc, sur les dernières vidéos, c'est vrai, sur les premières, c'est pas le cas. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que donc une fois que j'ai choisi ce sujet avec les différentes pressions dont on a parlé, je vais plonger dedans et en fait, je vais arrêter de chercher une fois que je considère que j'ai compris, donc que j'ai réussi à répondre à mes propres questions. Ce temps, il peut vraiment varier suivant les sujets et il varie aussi si c'est des sujets que j'ai déjà un peu vus ou si je rentre dans un nouveau champ de recherche, quoi. Si je fais une vidéo sur la tasse carbone, moi, clairement, ce que je comprends, c'est la physique du climat. La tasse carbone, c'est des champs d'économie. Ça me prend vraiment beaucoup plus de temps. Donc là, je vais creuser jusqu'à être à peu près content. Ensuite, je vais me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a d'important? Et je vais essayer de faire une synthèse. Mes vidéos qui font 1 heure, c'est une synthèse de 100-150 heures de recherche. Donc, on gagne quand même 2 heures de grandeur. Une fois que j'ai cette synthèse, alors, je garde mes sources, etc. Et sous mes vidéos, je mets un lien qui va vers mon site web où j'ai référencé toutes mes sources. J'essaye de le faire de façon un peu efficace, transparente. C'est pas du tout évident, hein, mais c'est plus facile de le faire sur un site externe parce qu'il y a des hyperliens, etc. Et de toute façon,
en fait, j'ai un travail qui va un peu trop loin et j'ai tellement de sources que ça rentre plus dans les descriptions YouTube. Donc, heureusement que j'ai un site pour ça. Et une fois que j'ai ce premier texte, je le fais relire par des spécialistes, voire des experts, qui sont des personnes avec qui j'ai eu des contacts, qui sont des personnes qui m'ont envoyé. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que je dis, dans les prochaines vidéos, on va parler de gaz naturel, et je reçois 1, 2, 3, 4 mails de personnes disant, moi, je fais de la recherche sur le gaz naturel et son avenir en Europe. Moi, je travaille à qu'est-ce qu'il y a comme boîte dans le gaz naturel? Engie, donc je sais un peu comment fonctionnent les stockages en France. Et donc, j'ai un peu des gens de différents horizons. Ça peut être d'industrie, ça peut être des étudiants, ça peut être des doctorants, ça peut être des chercheurs. Et donc, je leur envoie le texte à relire. Et après, j'intègre ces relectures. Alors, je ne prétends pas du tout faire une revue par les pairs, parce que c'est moi l'éditeur final, donc je peux très bien leur dire, allez vous faire foutre. Mais il y a quand même une espèce de barrière qui limite les mécompréhensions, les erreurs que je peux faire. Et clairement, une partie de la qualité de la vidéo finale doit revenir à ces personnes. Et s'il y a des erreurs, par contre, on doit me les incomber à moi, hein, c'est mon travail. Et Et il donc, il y a cette relève, phase de relecture. il y a beaucoup de corrections? Ah, c'est une bonne question. Il y a au moins un sujet où vraiment j'ai eu des retours et j'ai dû repartir à zéro, quoi. Et je dirais pas que j'ai perdu, mais ça m'a pris 2, 3 semaines de plus de tout reprendre, quoi. Il y a des sujets où ça prend une journée de travail. Pour la plupart des sujets, c'est quand même, je dirais, entre 3 et 5 jours de travail d'intégrer les commentaires. Parce que ça demande des recherches supplémentaires, parce que des fois, il faut réarranger, parce que donc j'ai beaucoup de mes collègues qui font pas ça et je peux les comprendre parce que ça demande du temps, mais je considère que ça fait partie. Bah c'est un peu ma formation, c'est un peu mon doctorat qui joue là-dessus aussi. C'est ma culture scientifique. Même si c'est pas une revue par les pairs, même si c'est moi qui ai le mot final, même si euh, voilà, je considère quand même que ça limite pas mal. Et en plus, je suis sur des sujets qui sont compliqués. Et je vais assez loin dans la technique. Donc, je m'expose à faire des erreurs parce que je dis beaucoup de choses et j'essaye d'être précis. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et donc après, je filme et je monte la vidéo. C'est clairement pas là que la chaîne brille, mais c'est aussi parce que j'emploie vraiment beaucoup de temps sur le fond, que j'en ai pas beaucoup sur la forme, C'est vous et qui, je suis alors pas donc vraiment là, formé à ça. c'est vous filmez tout seul et vous montez tout seul. Ouais, pour l'instant, c'est de moins en moins vrai. Genre la vidéo sur l'inertie climatique, je l'ai fait monter par un copain que j'ai payé. Et la prochaine vidéo qui sort, pareil, la personne avec qui j'ai travaillé pour Le Monde, je l'ai contacté pour qu'il me fasse, je sais pas, peut-être 10 minutes d'animation dans la vidéo. Par contre, ça va me coûter 1400, 1500 euros. Donc, c'est un peu la limite de mon surplus pour l'instant. Et donc, à l'avenir, enfin, s'il y a un truc qui change, s'il y a un truc que j'arrive à changer à l'avenir, c'est ça. C'est réussir à déléguer cette partie-là et à faire mieux que moi ce que je fais. Parce que ce que j'arriverai pas à faire, c'est déléguer le fond, quoi. C'est vraiment ce qui fait. En fait, et quelque part, c'est mon modèle économique aussi. C'est les gens me font confiance pour raconter, enfin pour essayer de synthétiser ce que disent les éléments scientifiques, et donc c'est ma responsabilité de leur apporter ça. Et là, ça va être compliqué de déléguer. Après, si j'ai plus de revenus, je pourrais par exemple payer une partie des gens qui relisent mon travail, notamment ceux qui le relisent régulièrement, etc., etc. Et donc, une fois que la vidéo est sortie, il y a une nouvelle forme de peer review qui est par la communauté, quoi. En fait, vu que j'ai une forme de reconnaissance dans des milieux un peu experts spécialistes, je suis certain que sur tous les sujets que je traiterai sur la chaîne, il y a des gens qui le connaissent infiniment mieux que moi. Et s'il y a des conneries, c'est vite vu. Donc ça, c'est le retour des web spectateurs à travers les commentaires? À travers les commentaires, ouais. Pendant longtemps, je dirais que jusqu'à il y a 2 ans, je lisais quasiment tous les commentaires, je répondais à beaucoup. Maintenant, c'est devenu impossible. Vraiment, le volume est trop grand et le temps consacré, même par mail et messages privés, ça me prend déjà, je sais pas, 1 à 2 heures par jour de suivre un peu les communautés. Euh, Par contre, quand une vidéo sort, les 2, 3 premiers jours après la sortie, c'est quasiment que de la gestion de communauté. Euh, bon, pas que ça, mais je dirais si au moins 2 jours de travail dans la semaine qui suit la vidéo pour suivre un peu les commentaires. Et donc là, je les lis quand même pas mal. Et effectivement, il peut y avoir des erreurs. Et dans ce cas-là, j'essaie de le mettre dans un commentaire épinglé sous la vidéo. S'il y a eu des approximations, s'il y a eu des erreurs, aussi s'il y a des choses qui sont mal comprises. Parce que des fois, il y a ce que je veux dire et il y a ce que le public comprend. Et du coup, j'essaie d'amener certaines clarifications. Alors justement, ces retours, ils pourraient être en adéquation ou différents de l'image que vous faisiez de votre public initialement.
Et puis, par rapport aux statistiques, les personnes qui reviennent vers vous, c'est plutôt des hommes. Et là, est-ce que vous avez plus d'informations justement sur leur bagage? Non, parce que c'est souvent par pseudonyme. Ouais. C'est souvent par pseudonyme sur YouTube. Après, les mails que je reçois, euh, je pense que dans les mails que je reçois, le pourcentage de femmes est plus élevé que ce que je vois sur YouTube. C'est plus de 10%. Et même les spécialistes et les chercheurs avec qui j'interagis, mine de rien, il y a pas mal, il y a pas mal de femmes. Hein. Il y a pas mal de femmes, y compris dans la recherche sur le climat. Il ne faut pas oublier que la meilleure en France, c'est sans doute Valérie Masson-Delmotte. Quoi. Quel travail incroyable. Quel travail incroyable. Ouais, Et, et du coup, non, dans le spécialiste, dans les retours, dans les gens qui me proposent de l'aide, j'ai l'impression d'avoir quand même des femmes. Par contre, effectivement, dans les gens qui relèvent des erreurs, etc., ça va être un public extrêmement qualifié. Quoi. ouais. Souvent, c'est des spécialistes d'un domaine qui disent ah, c'est intéressant, mais j'aurais dit ça comme ça, ou alors cette quantification, elle est un peu off, regarde ce papier scientifique, ce genre de choses. Quoi. Alors du coup, c'est ce que vous appelez la communauté ou la communauté elle est plus large et elle correspond au public, à vos abonnés grosso modo? Ma communauté, je considère que c'est des abonnés. Donc, c'est beaucoup de gens qui regardent la chaîne. Après, j'intégrerai dans la communauté même les gens avec qui je discute sur Twitter qui ne regardent pas forcément la chaîne. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais ça peut exister. Donc, la communauté, je dirais que c'est toutes les personnes qui voient mon contenu, avec qui j'interagis. Je ne sais pas si c'est une bonne définition. C'est une bonne question. Ouais, peut-être que je confonds communauté et public. Peut-être la communauté, ça serait vraiment les gens qui m'envoient des messages, qui posent des commentaires, qui interagissent, quoi. Alors, en sciences sociales, moi qui travaille donc sur ces domaines-là, euh, je rencontre et j'ai des entretiens comme ça avec des web spectateurs et très souvent, ils ne se sentent pas faire partie de la communauté du public qui regarde. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie. Là, pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait affinité et juste le fait d'appartenir à une chaîne n'est pas suffisant. Voilà, Ok. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Mais en tout cas, les gens qui interagissent avec moi, qui rectifient des trucs et tout, là, je considère qu'ils font partie de la communauté. Il y a ah bah, une carrément. interaction qui est directe. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que vous pensez avoir une mission à accomplir? Parce que on sent très fort dans vos discours justement qu'il y a une motivation très forte à rétablir une vérité. C'est un peu une mission que vous êtes donnée? Je dirais que c'est pire que ça, mais ça va faire hyper prétentieux. Donc, je vous le dis à vous, en privé. Je le dirai pas en public, je pense, sur la chaîne ou je sais pas si je l'ai déjà dit. Je pense pas que je le dirai. Je dirais que c'est pire que ça dans le sens où j'ai bénéficié d'une des meilleures éducations de France, qui coûte quand même assez cher à la collectivité. Aujourd'hui, j'ai des connaissances qui me permettent de comprendre pourquoi ce qui nous pend en nez est grave et de permettre de comprendre que ça va toucher beaucoup de gens, y compris et surtout les personnes les plus démunies. Et je considère que moi qui suis capable de comprendre ça, c'est quasiment une forme de responsabilité morale, de responsabilité sociale d'apporter ma pierre à l'édifice de ce côté-là. Quoi. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre cette littérature sur le climat, tout le monde ne peut pas comprendre les enjeux enfin, je pense qu'on s'en rend assez rapidement compte. Quoi. Et TPP, donc, c'est sûr. voilà, et si moi je le fais pas, qui le fait quoi. Enfin, Et alors du coup, c'est, pensez-vous qu'il y c'est, a un intérêt politique à votre activité? si par politique on entend genre qu'il y a. L'émancipation, l'empowerment, comme on dit, du public? Non, je dirais politique plutôt qu'en sens qui veut agir sur l'organisation sociale, quoi. Oui, c'est ça. Je pense, oui, il y a vraiment une finalité politique. Moi, je voudrais qu'on se débarrasse des technologies qui utilisent des ressources fossiles, quoi, parce que je considère qu'aujourd'hui, les utiliser, ça va contre l'intérêt commun. Les gens qui les utilisent travaillent contre elles-mêmes, quoi. Et donc, vraiment, j'ai une scène qui se veut un peu objective, qui essaie d'avoir un ton neutre, etc. Mais ce qu'on en tire, c'est qu'il se faut bouger le cul, et ça, c'est clairement politique, quoi. Et, Et y compris d'ailleurs, je parle de technologie, là, je vais paraître techno-optimiste, mais il y a aussi des enjeux de changement d'usage derrière, de se déplacer moins. Moi, je ne cache pas que je ne prends plus l'avion parce que je considère que les impacts sont gravissimes par rapport aux bénéfices qu'on en tire. Et donc, il y a aussi des enjeux de changement de mode de vie. Quoi. Et là aussi, des enjeux qui sont politiques. Quoi. mais est-ce que vous en parlez de ça, des enjeux de changement de mode de vie? Parce que cet Euh, été, il y a justement un sujet là qui ressort avec les déplacements de l'avion de Bernard Arnault. Donc
c'est un sujet extrêmement politique, hein, et qui rejoint exactement ce que vous avez dit. Comment vous vous situez par rapport à d'autres chaînes plus militantes? Bah, en fait, je ne pense pas qu'on puisse opposer. Enfin, je pense que dans sa définition formelle, on ne peut pas opposer les deux. Et je pense que dans sa définition formelle, quelque part, je suis militant dans le sens où j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je veux avoir un impact sur l'organisation sociale. Donc ça, pour moi, c'est une forme de militantisme. J'aurais pu choisir d'autres métiers où j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. C'est pas ce que j'ai choisi d'optimiser. Et, et ça va même assez loin parce qu'au final, cette pression morale que je me mets, qui est pas vraiment rationnelle. Un économiste pourrait peut-être pas la comprendre, je sais pas. Des fois, ça me coûte. Des fois, ça me coûte de me dire. Enfin, c'est de moins en moins vrai, mais je pense que pendant longtemps, j'ai considérablement surestimé le rôle que je devais jouer et l'importance que j'avais. Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais je me mets une pression énorme en me disant, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que j'avance vite sur ces sujets, et j'y arrive pas, et je le vis mal parce que je fais des vidéos qui sont longues, qui sont lentes, j'ai du mal à quantifier l'impact que ça a et tout. J'essaie de me détacher de ça, mais c'est pas évident. Euh, Par contre, là où il y a une différence avec le militantisme, et je suis aussi très fâché avec beaucoup de médias militants comme Reporter, avec des assos comme Greenpeace, etc., c'est que je pense qu'un certain nombre de militants s'ancrent un message ou un moyen ou un but et n'est pas capable de le réviser en fonction des éléments scientifiques. Aujourd'hui, je pense qu'il est indéfendable d'être anti-nucléaire. C'est une opinion personnelle assez tranchée, on pourra en discuter davantage. Mais... Et du coup, aujourd'hui, les gens qui se sont bloqués là-dedans, souvent c'est une position qui est assez dogmatique et je pense qu'elle est en contradiction avec des buts qu'ils revendiquent comme la lutte contre le changement climatique. Et donc, il y a cet aspect du militantisme que j'ai pas. Moi, j'essaye de garder cette approche scientifique qui n'est pas de ne pas avoir d'idéologie, parce que avoir une approche scientifique, c'est déjà une idéologie, mais qui est d'essayer de ne pas avoir de dogme. Si demain, on me démontre que le nucléaire, c'est fini, c'est trop cher, ça va trop lentement, c'est trop nul, ça n'a pas son rôle à jouer, je m'en fous, je balance le nucléaire et c'est fini. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, j'essaye de pouvoir réviser mon jugement, alors que des personnes qui deviennent très militantes, souvent s'en rendent incapables parce qu'elles ne peuvent pas changer de position, elles perdraient leur base ou leur financement, etc. Donc ça, c'est une différence. Bon, je parle dans un cadre idéal, hein, comme si j'y arrivais, comme si j'avais pas de biais, etc. On se comprend, hein, je suis conscient que ce que j'essaie d'atteindre, c'est quasiment impossible. J'essaye vraiment juste de pousser dans cette direction. Et après, si on revient aux avions de Bernard Arnault, on va prendre un autre exemple qui me paraît plus important. Il y a eu beaucoup de communication par certaines ONG sur le fait que 63 milliardaires émettent autant que 50% des Français. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Quand on regarde la méthodologie de ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont attribué les émissions de CO2 des produits aux personnes qui ont le capital de l'entreprise qui produit. Par exemple, si je roule en voiture et que je brûle du carburant, en fait, mes émissions de CO2, ça revient aux actionnaires de Total. Donc, c'est avec une méthodologie comme ça qu'on peut dire ça. Et ça me pose un énorme problème. Ah oui, Parce que c'est une manipulation de l'opinion. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais je peux rouler en voiture, c'est 63 milliardaires. Non, non, non. C'est 63 milliardaires, 50% parce que tu roules en voiture. Si tu veux éliminer ça, tu dois arrêter de rouler en voiture. Et moi, ce que je dis, c'est même pas la responsabilité, c'est les actionnaires, la responsabilité, c'est toi qui roules en voiture. Ce que je dis, c'est dans un monde où on réduit les émissions de CO2, c'est incompatible avec l'usage de la voiture thermique que tu as aujourd'hui. C'est faut changer de modèle. Est-ce qu'on va consommer? Et après, là où on peut attaquer les jets privés, c'est que c'est une émission de CO2 par personne qui est disproportionnée par rapport aux autres. Et du coup, si on demande à tout le monde de faire les efforts, eh ben, faut commencer par ces jets privés. Donc ça, c'est un message que je suis prêt à accepter. Par contre, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, je supprime tous les milliardaires. Je touche même pas d'1% les émissions totales de gaz à effet de serre. Donc c'est important pour le symbole, c'est important politiquement si on demande des efforts aux autres, mais il faut surtout pas faire croire que ça résout le problème. Et c'est pareil, le truc qui m'énerve et qui vient aussi du militantisme, c'est un autre truc dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est 100 entreprises émettent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous avez vu passer celle-là. C'est la même logique, c'est en attribuant la consommation des produits aux entreprises. Donc en fait, quand je prends l'avion, c'est pas moi, c'est Airbus. Enfin non, c'est même pas Airbus, c'est Total qui a produit le carburant. Et dans ce cas-là, en fait, les 100 entreprises qui utilisent des ressources fossiles dans le monde, si on leur attribue la consommation de ces produits, elles émettent quasiment tous les gaz à effet de serre parce que le problème, c'est les ressources fossiles.
moi, je suis contre ce type d'outils parce que c'est souvent très mal expliqué et je vois quand je fais des conférences, parce que j'en fais aussi, des gens qui me disent mais pourquoi on me demande de faire des efforts alors que c'est sans entreprise, blablabla. Non, c'est sans entreprise parce que toi, tu n'utilises pas ta voiture, parce que toi, tu te chauffes au fioul, etc. Donc, Oui, c'est si tu veux réduire déresponsabilisant. cette part, ouais, c'est déresponsabilisant et ça donne une vision faussée du problème. Donc, je comprends leur logique qui est de dire on ne peut pas dire que les efforts individuels vont suffire. Il y a un changement structurel, mais il y a d'autres façons de l'introduire, quoi. Alors du coup, par rapport à Reporter que vous citiez, est-ce que je dirais, il y a rupture ou est-ce que justement vous pouvez leur proposer euh, des, euh, des partenariats, des articles, des choses qui iront quand même dans leur sens, quoi, dans le sens de l'environnement? Ou pas du tout? Alors, Comment en faire en fait, fait, ma question plus largement, c'est vu la mission que vous vous êtes donnée, comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour que ce message rentre dans les consciences d'un maximum de personnes au point qu'elles changent, hein, c'est quand même ça. bah, le problème que j'ai, en fait, c'est que déjà, j'aurais une limite qui serait que j'arrive à interagir correctement qu'avec des institutions qui ont une approche un peu similaire, donc qui ont une approche un peu scientifique et qui sont non dogmatiques, quoi. Et aujourd'hui, Reporter ou Europe Écologie Les Verts répondent pas trop à ça. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que même si je voulais, aujourd'hui, cette porte, elle est fermée parce que je suis pas anti-nucléaire. C'est je ne pourrai jamais écrire dans Reporter parce que je ne suis pas anti-nucléaire. Et en fait, la porte, elle est même fermée le jour où ils ont fait un article de diffamation à mon égard. Et Ah, donc, du coup, j'ai dû les appeler pour leur dire, parce qu'en fait, ils ont dit, les vidéos du réveilleur sur le nucléaire sont payées par les lobbies, en substance. Et je leur ai dit, les gars, je suis payé par mon public, je suis payé par personne pour faire mes vidéos. Donc, ce que vous dites là, c'est de la diffamation. J'ai eu Hervé Kempf au téléphone. Hein. Et il m'a dit, ah oui, c'est vrai, alors c'était une tribune, c'était pas un gars de chez eux, c'était un gars invité. Ah oui, c'est vrai, ça c'est faux. Qu'est-ce qui est faux exactement? Je lui dis, cette phrase est fausse. Et en live, en direct, il a modifié l'article sans que ça laisse aucune trace. Et après, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je reçois plein de mails insultants parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Vous envoyez sur les mêmes réseaux une correction. Ils ont fait une correction. Ils l'ont pas envoyé. Je l'ai rappelé en disant, vous envoyez sur les mêmes réseaux. Je veux que les personnes qui ont eu la désinformation voient la rectification. Et il m'a dit, non, mais c'est pas possible. Je lui ai fait, bah si, c'est la base du droit de réponse. Il m'a dit, le droit de réponse s'applique à la télé, à la radio. Ça s'applique pas à Internet. On n'en verra pas. Et donc là, le pont, il est fini. Le pont, il est ouais. fini. Énorme déception envers Hervé Kempf. Donc aujourd'hui, je ne suis pas anti-nucléaire. Dans ces milieux-là, je suis invisibilisé. Là où j'ai des interactions, c'est avec des associations qui essayent d'avoir une approche analytique, scientifique. Donc la fresque du climat, les shifters, citoyens pour le climat. Et après, en off, il y a des politiques qui m'approchent pour certaines questions, surtout liées à la vulgarisation. Mais officiellement, c'est très compliqué pour eux d'endorser ça. Et ça va jusqu'au point où, si je fais un contenu sur l'inertie climatique, par exemple, qui est une question qui devrait intéresser tous ces milieux-là, ça ne sera pas partagé par des acteurs qui sont antinucléaires parce que je ne suis pas antinucléaire. Ils ne peuvent pas me mettre en avant parce qu'ils mettraient en avant du contenu qui n'est pas antinucléaire. Donc c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Et même au sein de la sphère d'écolo YouTube, quoi, les personnes comme Le Biais Vert, comme Professeur Feuillage, comme Partager c'est sympa, j'avais été intégré là-dessus un peu parce que j'étais un peu à la rédaction du JTR, là, qui était un format commun qu'ils avaient fait. Et en fait, je discutais avec eux et j'étais là, mais attendez, mais vous venez de dire le glyphosate, c'est un impact énorme sur la santé. Sur quoi vous basez pour dire ça? Ah bah, mais comment tu peux remettre ça en question? Non, non, je fais non, non, mais c'est quoi les publis, c'est quoi les rapports? Puis ils n'arrivent pas à trouver. 2 semaines après, ils reviennent vers moi avec un papier qui a été même pas reviewé sur l'impact du glyphosate sur je sais même plus, le microbiote, je crois, intestinal des abeilles. Je leur fais, mais attendez, mais ça correspond pas du tout à la claim que vous avez dans votre documentaire. Vous pouvez pas faire ça en fait. C'est pas une manière de produire de l'information. Et du coup, les ponts se ferment parce qu'on n'a pas les mêmes approches, pas les mêmes exigences. Quoi. Et je suis une putain de tête de mule. Et voilà. Il y a aussi un peu ça peut-être. Et du coup, même ces personnes-là, quand elles viennent vers moi, parce que ça arrive encore, hein, qu'elles me disent ah il y a cette question sur le climat que j'arrive pas à comprendre, je suis très content d'interagir avec eux. Il n'y a pas du tout de barrière avec ça. Et en fait, même moi, quand je fais mon travail sur ma chaîne, un des trucs par exemple que j'essaye de faire pour éviter d'avoir des biais,
c'est d'aller voir des gens qui racontent exactement l'inverse de ce que je fais. Donc, par exemple, sur le climat, au final, je pense que j'ai quasiment plus lu des climato-sceptiques que des climatologues, parce que j'essaie de voir, voilà, qu'est-ce qu'ils racontent, sur quoi ils se basent, etc. Donc, je suis toujours ravi de discuter, même avec des antinucléaires, mais ça va pas toujours dans les deux sens. Et c'est pas pour ça que je vais nécessairement rallier leur position, mais je suis content de voir pourquoi ils pensent qu'ils pensent. Et après, quand ils m'amènent leurs arguments, je vois que je peux pas penser ce qu'ils pensent avec les arguments qu'ils avancent, quoi. Donc, c'est compliqué les sphères de l'écologie parce que je dirais qu'il y a un ménage un peu à faire sur certaines approches et ça va plus loin que ça. Moi, quand j'ai fait mon Erasmus, on a fait un peu d'histoire de l'environnement et j'ai cette interrogation que j'ai jamais réussi à résoudre, qui est que quand on fait de l'histoire de l'environnement, on se rend compte qu'il y a un premier problème qui a été détecté, qui est le problème d'un pesticide qui s'appelait le DDT, avec un livre qui s'appelait Le Printemps silencieux, etc. Donc là, on est dans les années 60. Il y a un pesticide La qui guerre du détruit les Vietnam. populations d'oiseaux. Euh, ouais, c'est des agents un peu pareils qui ont été utilisés. C'est pas L'agent exactement. orange pour déforester. Ouais, mais le DDT, c'était même un pesticide qui avait beaucoup été utilisé pour lutter contre les moustiques Ah oui. pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a protégé notamment les Américains sur le front Pacifique. Et après, ça a été utilisé dans l'agriculture, mais en plus, à l'époque, on utilisait les pesticides dans des quantités qui sont inimaginables aujourd'hui. Et donc, dans les années 50-60, on a vu des populations d'oiseaux aux États-Unis décliner. Et il y a une biologiste qui s'appelait Rachel Carson qui a fait un bouquin. Et le bouquin a fait vraiment beaucoup de bruit. La société civile s'en est emparée, a fait pression sur le politique. Le DDT a été interdit. Puis interdit en Europe, puis interdit dans beaucoup de pays. Maintenant, il y a juste quelques pays qui l'utilisent pour lutter contre les moustiques et le paludisme, et ça peut justifier. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, on a eu quoi? On a eu le trou dans la couche d'ozone. Des scientifiques trouvent un problème avec très peu d'éléments en plus. Ils le communiquent, la société civile s'en empare, fait pression sur le politique, et il y a l'interdiction, protocole de Montréal, etc. Je dis pas que les industriels se sont laissés faire, hein. Il y a eu clairement des lobbies qui ont essayé de désinformer, etc. Ça a pris 15 ans, beaucoup trop de temps, mais il y a eu quand même cette chaîne, connaissance scientifique, pression du public, interdiction du politique. Il y a eu quoi ensuite? Les pluies acides. Pareil, hein, les industriels ont essayé de désinformer pour se défendre, mais les scientifiques ont été assez clairs. On envoie du soufre dans l'atmosphère, ça cause des pluies acides, ça détruit les récoltes, ça abîme les forêts, ça pose des problèmes de santé publique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a interdit, en fait, on a désulfuré les carburants. La société civile s'en est emparée, a fait pression sur le politique. Ensuite, on a commencé à parler de deux grands problèmes environnementaux qui étaient le changement climatique et la perte de biodiversité. Je parle des années 90, 80, 90. Et là, le public, je ne sais pas pourquoi, et j'ai jamais compris, les ONG environnementales, etc., ont commencé à parler des OGM et du nucléaire. Et en fait, la pression s'est portée là-dessus, dans toutes les sphères écolo, sans qu'il y ait vraiment de réalité avec les craintes exprimées par les scientifiques. Et c'est pire que ça, c'est que les scientifiques exprimaient déjà des craintes très claires sur le changement climatique et la perte de biodiversité, et la société civile a été incapable de s'en emparer. Et donc aujourd'hui, on a encore ces structures culturelles qui existent, qui sont sur ces combats, je dirais même pas d'arrière-garde, qui sont sur ces combats qui ont eu un lien assez faible avec la réalité scientifique. Et en fait, ça a été une Le forme de nucléaire, recyclage. Si on regarde c'est l'image Greenpeace, d'Hiroshima. Le nucléaire, on a tous en tête ce champignon, et en fait, c'est le même mot, champignon nucléaire, et du coup, le mot même fait peur, sans qu'il y ouais, ait une réalité. Après, il y a eu Fukushima et puis Tchernobyl, qui ont apporté un petit peu de l'eau au moulin, mais c'est vrai que et c'est assez irrationnel, hein. ouais, mais je pense qu'il y a des dynamiques vraiment. Ça serait intéressant de faire de la sociologie là-dessus, ce qui est très éloigné de ce que je sais faire moi, mais parce qu'il y a des dynamiques. Quand on regarde Greenpeace, par exemple, ils luttaient contre l'arme nucléaire, et ça, je suis 100% en phase avec eux. Et puis, quand cette menace s'est éloignée, il y avait une structure qui existait avec des gens qui étaient payés dedans. Et plutôt que de faire disparaître la structure, ils se sont orientés contre le nucléaire civil. Mais c'est presque plus un réflexe de survie, comment dire, une évolution ouais, de cette structure-là qu'une justification par rapport aux enjeux environnementaux de l'époque. Et Ouais. du coup, aujourd'hui, on a ce problème et ce problème dont je suis en train de parler là, comme si c'était une opinion personnelle, en fait, elle se pose dans ces structures-là, parce que qu'est-ce qui se passe? Le changement climatique et la crise de biodiversité, c'est des vrais problèmes environnementaux. Donc, il y a des gens qui s'en rendent compte, qui viennent de milieux non écologistes, qui se retrouvent dans des milieux écologistes à se dire, mais les gars, attendez, mais c'est ça les problèmes, c'est pas le nucléaire. Et quand on regarde ce qui se passe en interne d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, cette tension, elle existe.
entre la tradition de la vieille génération et les craintes de la nouvelle, qui sont des fois en adéquation hein, sur certaines questions et des fois en opposition. Et donc voilà, dans le champ À la écologiste, c'est plus fois, moi je ne compliqué. suis pas un spécialiste, mais je me demande si les problèmes d'eau qui se posent quand la Loire est quasiment à sec ne peuvent pas poser des problèmes justement sur le nucléaire, mais bon, c'est un autre souci. On pourra en parler, il y a des réponses. Ouais. Mais bon, Alors, sur les questions politiques, justement, donc je comprends bien la problématique. Est-ce que quand même il y a des partis qui vous approchent, qui sont intéressés, ou est-ce que c'est vraiment deux mondes complètement différents? Parce que je sais non, que Jean Covici essaye de travailler, sollicite, écrit des bouquins pour influer justement sur les partis. ouais, Vous êtes dans la même ligne, c'est un peu la même vision des choses, le même type de travail un petit peu que vous faites avec Jean Covici. ouais, j'influe de loin. Il y a quelques personnes qui m'ont contacté personnellement. J'ai pas de contact avec des partis. Après, je suis pas une chaîne vraiment politique, donc peut-être vous devriez essayer de rentrer en contact avec Osons Causer si vous les avez pas identifiés, Ah bah si, ouais. parce que eux, ils sont plus politisés et je pense qu'ils ont plus de contact avec les politiques, donc ils auront des réponses plus intéressantes. Moi, je suis un peu loin et alors. Vous avez compris, sur le nucléaire, j'ai quelques soucis. J'arrive quand même à passer outre quand je vote. Mais je vais prendre un autre exemple. C'est aujourd'hui, enfin, la NUPES, depuis qu'ils ont été élus, là, ils ont fait une aide inconditionnelle sur le chauffage au fioul. Mélenchon, dans le, je ne sais plus comment on appelle le papier qu'on envoie, qu'il envoie avant les élections, là, Le juste la programme. double page. Ouais, il y a un nom pour ce truc particulier, mais c'est pas grave. Et La dessus, il y a profession de marqué foi. quoi? Voilà, merci. Il y a marqué je vais bloquer les carburants à 1,40 €. Ça, c'est inconditionnel. Ça veut dire que le riche qui remplit sa Porsche, il paye moins cher. Ça s'appelle une subvention Bah, directe c'est ce aux qui a été énergies voté là fossiles. dernièrement, ouais. Ça s'appelle une subvention directe aux énergies fossiles. C'est la pire mesure pour le climat. C'est Ouais, encore pire que de lutter contre le nucléaire. C'est le truc, la stupidité absolue. Donc aujourd'hui, on a des partis qui se revendiquent de l'écologie, qui proposent les pires mesures possibles. Franchement, c'est une douleur de voter. C'est vraiment une douleur de voter. ouais. Heureusement qu'il n'y a pas. En fait, le pire dans ma situation personnelle, c'est que si je connaissais rien à l'environnement, ça serait plus facile pour moi de voter pour des partis qui se Ouais. revendiquent de Alors, je l'environnement. sais pas exactement, j'ai pas lu les professions de foi, mais ce que je crois avoir compris de ce paquet, parce que c'est un paquet hein, euh, de pouvoir d'achat, rien que le mot est un peu compliqué, mais il y a plein de mesures, quoi. Et dans ces Ouais. mesures, il y a effectivement le transport, parce qu'on pense aux gilets jaunes qui avaient du mal à se déplacer. Ben, c'est plus des mesures sociales, mais c'est anti-écologique, c'est sûr. Ouais, mais en fait, on pourrait. Enfin, il y a un entre-deux qui serait facile, parce que je dis pas du tout qu'on doit avoir des gilets jaunes et massacrer les pauvres. Il y a un entre-deux qui est facile, c'est faire des aides conditionnelles. C'est les plus démunis, on leur fait un chèque énergie ou l'équivalent, ce qui existe aussi. Et on n'aide pas monsieur de Dupont à remplir sa Porsche C'est sûr. ou à chauffer au fioul sa résidence secondaire de 140 mètres carrés Ouais. conditionnel. Et quand on regarde tous les travaux sur la taxe carbone, c'est ça, c'est des redistributions pour aider les plus démunis, pour faire un truc qui est progressif, pour faire plus chier les Et ça, riches. c'est en Mais fait, moi qui m'intéresse aussi un peu aux sciences politiques, dans le paquet là, c'est les LR qui ont imposé hein, le fait que ça revienne à 1,50. Donc, voilà. alors moi je pensais, enfin, le paquet, il y a eu l'aide au chauffage au fioul qui a été poussée par la NUPES, donc ça je critique. Et puis ce que je pensais, c'est vraiment la profession de foi de Mélenchon, la double feuille qu'on a reçue dans nos boîtes Ouais, aux lettres, il y a marqué fixer le prix du carburant à 1,40, ouais, ce qui est une absurdité écologique et économique. ouais, ouais, c'est sûr. Et j'ai quand même voté pour Mélenchon. Bref. Euh, Quel est votre modèle économique alors? Vous vivez de ça à 100% ou vous avez d'autres activités? Vous enseignez? Je vis de ça à 90%, je pense. Ok, 80-90%. Alors, l'essentiel de mon revenu, c'est ma chaîne YouTube. L'essentiel de le revenu de la chaîne YouTube, c'est le financement participatif. c'est ça, hein, c'est pas les revenus publicitaires. Non, les revenus publicitaires, ça va s'élever à 300-400 € par mois.
alors que le financement participatif va s'élever à 4 000 € par mois. Ouais. Sachant que ça, c'est enfin, derrière, il faut que j'ai une entreprise. Enfin, je passe par l'équivalent d'une boîte de portage, etc. Donc, sur ces revenus, je touche moins de la moitié une fois qu'on a tout retiré. Ouais, ouais. Parce que je paye la TVA sur le financement participatif, puis après, je paye une entreprise, puis après, il faut que je me verse un salaire. Donc, je paye la part patronale, les cotisations pour me verser du net. Donc, il y a la moitié qui dégage. Donc, aujourd'hui, je vis bien par rapport à la médiane des Français. Je pense que je gagne moins que mes collègues Que qui vos ont un doctorat. collègues, ça c'est sûr. Mais du coup, vous avez mis un lien sur, comment s'appelle cette plateforme participative Je suis sur Tipeee et sur Utip. Ouais, c'est ça. C'est sous la vidéo, c'est sur la chaîne, et je le dis à chaque fois à la fin que ce contenu existe. En fait, je fais même pas d'appel type, même pas comme Thinkerview avec le commentaire en dessous, on a besoin de vous. Je dis juste à la fin, bah voilà, ce contenu existe parce qu'il est financé par une partie du public, et merci à eux parce que sans eux, ce contenu n'existerait pas. Ce qui est objectivement vrai, hein, c'est ma source de revenus, et si je peux pas y consacrer beaucoup de temps, la chaîne n'existe pas, quoi, ou publie beaucoup plus lentement. Donc, je fais juste ça, ce qui me laisse quelque part une marge aussi. Je sais que si demain je vais avoir un gros projet ou si demain je suis dans la merde, je pourrais dire, écoutez, là, j'ai besoin d'un coup de pouce supplémentaire parce que je ne fais pas d'appels qui sont disproportionnés. Et après, il y a quand même beaucoup d'engagements mensuels. Ça arrive sur la chaîne de ne pas avoir de vidéo pendant 2-3 mois et je continue d'être payé à la fin du mois. Et ce qui fait que Ouais. je gagne moins que mes. Alors, pour être honnête, je ne sais pas si ça peut aider, je gagne quand même. Je dois gagner entre 2 500 et 3 000 € net avant impôt sur le revenu. Donc, c'est tout à fait correct. Hein. Moi, ça me suffit. Hein. Ça me suffit et je peux continuer à vivre comme ça sans problème. Donc, pour tout à fait honnête, c'est pas négligeable. Pas du tout négligeable et je m'en plains pas. Et qu'est-ce que je voulais dire Et après, moi, en fait, je suis payé par des personnes sans contrepartie, sans. Alors, je me mets une pression à cause de ça. Hein. Je me dis, ils me payent pour que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des vidéos. Donc, je me mets une pression, peut-être un peu trop, mais je suis quand même payé sans contrepartie pour faire des recherches, pour me documenter et pour essayer de retranscrire ce que j'ai trouvé. En fait, je suis le journaliste scientifique le plus libre de France, quelque part. Quoi. Non, mais il y a ça, Ouais, c'est ça. j'ai pas de ligne édito, on m'impose pas de sujet, j'ai pas de deadline. Et est-ce que vous comptez donc vous diversifier, c'est-à-dire par exemple écrire des livres, euh, des articles dans la presse? Là, on le voit avec Le Monde. Effectivement, c'est un bon moyen de se diversifier, bon, d'avoir des revenus complémentaires, mais aussi de toucher un public différent. Vous Ouais, imaginez. un livre, pourquoi pas un jour. Après, moi, je cours un peu après les deadlines que je m'impose, donc j'ai du mal à me poser. Parce que Il la faudrait BD, par presque que je exemple, de trouve Jean Covici, Internet. elle est très efficace. Moi, on m'en a Ouais, beaucoup parlé. Alors, j'ai fait travailler mes étudiants plutôt sur le bouquin, sur le programme, là. J'étais d'ailleurs un peu décontenancé par la nullité de mes étudiants par rapport à ces questions environnementales, mais voilà, tous les jeunes, je me suis vraiment rendu compte que tous les jeunes n'étaient pas impliqués de la même manière, hein, que je pense qu'il y a ouais, une minorité qui est vraiment conscient et engagé et qu'il y a une grande majorité qui veut continuer à consommer des ouais. produits. Non, mais je m'en rends compte en cours aussi, la différence. Les gens que j'ai en face n'ont clairement pas les mêmes niveaux de sensibilisation et de compréhension. Mais oui, pourquoi pas un autre. Alors, Jean Covici, hein, j'ai aussi mes limites avec le personnage et avec ce qu'il y a dans la BD. Parce que je pense en particulier, je vais juste en dire 2 mots, je pense que quasiment tout ce qu'il dit sur les renouvelables aujourd'hui est faux. Je peux le rejoindre sur le climat, il a fait de la bonne vulga depuis longtemps. Je peux le rejoindre sur le nucléaire, c'est relativement bon. Par contre, sur les renouvelables, il est off littérature scientifique, voilà, pour le dire simplement. C'est-à-dire, alors il dit quoi? Parce que je ne suis pas un spécialiste du tout. Bah, il dit par exemple que une éolienne va produire peu d'énergie par rapport à ce qu'il a fallu pour la construire, ou qu'elle va consommer énormément de métaux. Et en fait, c'est faux, c'est des moyens très efficaces de produire de l'électricité. Aujourd'hui, en Europe, l'éolien produit plus que l'hydroélectricité. Donc, c'est devenu une grosse source de production et ça le sera de plus en plus à l'avenir. Oui, Et en puis fait, c'est si pas vous avec regardez, par exemple, voilà, l'éolien offshore et tout ça. ouais, Et et puis si vous avec voulez, il y a une vidéo. les pénuries d'eau et les barrages à sec. Ouais,
Mais après, les barrages, on en a plus besoin en hiver qu'en été, ça se recharge à l'automne. C'est sûr qu'en ce moment, ils ne produisent pas grand-chose. Si vous regardez, j'ai fait une vidéo sur quelle électricité pour 2050, où je reviens un peu sur voilà, ce que permet de dire les littératures techniques en France sur l'opportunité des renouvelables, etc. Bon, bref, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Donc, des livres, pourquoi pas un jour. Pour l'instant, j'arrive pas à dégager de temps. Ce qui est plutôt prévu pour la suite de la chaîne, c'est de faire des vidéos plus proches du format du Monde pour élargir un peu le public, quoi. Okay. Parce que le Monde m'a montré que je pouvais le faire et a montré que ça fonctionnait très bien, quoi. La première vidéo qui est sortie il y a un an, elle a quasiment 1 million de vues aujourd'hui sur les conséquences du changement climatique, qui est quand même un sujet un peu hardcore. Et celle qui est sortie il y a 3 semaines, elle a plus de 500 000 vues. Donc, et j'ai eu une énorme chance. C'est eux qui sont venus me chercher pour faire une vidéo chez eux. Donc ça a été une énorme chance. Et je pense sur ma carrière, entre guillemets, ou ma trajectoire, ça aura une influence, cette opportunité. Alors, dernière question. Vous avez mis quelle catégorie sur, vous êtes c'est quoi, techno et vos vidéos, J'ai mis, elles sont mises sous quelle je, catégorie? je crois que j'ai mis éducation. Ah, Allié, c'est non? en éducation? Il faudrait que je regarde. C'est où qu'on voit ça? Alors, C'est sur bah, la quand vous chaîne? les mettez en ligne, vous pouvez choisir, il y a 15 catégories, et donc c'est en éducation. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les revenus de la chaîne par YouTube est aussi conditionné par cette catégorie et puis par le contenu. Eux-mêmes ont d'autres types de catégories. Mais vous avez regardé un peu les publicités qui passent avant les vidéos? Euh, Parce que Ça je m'est suis arrivé, mais étonné parce que ça m'a vous pas avez quand marqué. même un nombre de vues assez conséquent. Ça fait des revenus et donc un revenu par mille assez faible, me semble-t-il. Ouais, ouais, mais j'ai déjà été contacté par YouTube pour ça dans leur programme machin. En fait, c'est assez simple, c'est parce que j'interdis à YouTube de mettre des vidéos qu'on peut pas passer. C'est-à-dire? En fait, je choisis, quand je upload, on choisit les options de monétisation. Oui, Et du coup, je fais deux choses, à mon avis, différentes de la plupart des gens. C'est que les publicités, en fait, on peut choisir quelles publicités on accepte. Donc, j'accepte pas les publicités qui sont pas passables. Je prends que les publicités qu'on peut passer. Et c'est-à-dire, surtout, alors c'est quoi pas ça, c'est quoi la en fait, il y a des fois, vous avez des publicités sur YouTube où vous êtes obligé de regarder pendant 20 secondes. Ah oui, ok, d'accord, c'est 3 secondes. Ouais. Et donc ça, je leur dis non, il n'y a que celle où on peut passer directement. Et surtout, je lui dis, tu peux en mettre avant et après, mais pas pendant. Donc ma vidéo d'1 heure, normalement, je ne sais pas si c'est vrai, parce que moi j'utilise AdBlocker, je déteste les pubs, mais Ouais, moi ma aussi. vidéo d'1 heure, normalement, il n'y a pas de pub au milieu. Donc en fait, il y a très peu de pubs sur mes vidéos par rapport à d'autres. D'accord. Une vidéo d'1 heure, je pense que je pourrais mettre 4 pubs dedans. Ouais, ils en mettraient au moins trois, ouais, au moins ouais, deux ou trois. Ouais. Et je peux vous dire, parce que je l'ai dans les analytiques, je pense que j'ai un RPM qui est pas si mal. C'est juste que j'ai un RPM à 3,33 et un playback basse, je ne sais pas ce que c'est, à 5,95. Ah non, c'est sur une vidéo en particulier, pardon. Je vais regarder sur la chaîne en général. Revenu, j'ai un RPM à 2,87, donc je pense que c'est correct. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup Non, de chaînes qui sont. c'est correct et c'est moyennement correct. Ah ouais, ok. En fait, c'est très très variable. Ça peut aller jusqu'à 10 euros, hein, mais donc Ah ouais. oui, oui, c'est pas si mal, hein. En bas de l'échelle, il y en a qui sont beaucoup, qui sont à moins d'1 euro. Donc effectivement, ok. Bon bah super, Rodolphe, merci beaucoup de ce long temps accordé. Non mais c'est bien. Voilà, je vois qu'effectivement, autant quoi, l'intérêt de YouTube, hein, c'est pour certaines personnes, des créateurs comme vous, eh ben, de se donner une mission et puis d'essayer de la faire advenir. Et puis, eh ben, ça rencontre un écho, quoi. Après, et je pense aussi dans vos statistiques, il doit y avoir une augmentation. Et puis là, avec l'été que l'on est en train de passer, les gens vont être mobilisés plus, plus. Donc, certainement, ça Espérons. va se voir dans vos statistiques. Espérons. Espérons. Et ouais, je voulais juste finir. Et du coup, un des trucs qui me fait tenir quand même sur la chaîne,
c'est que j'ai la reconnaissance de personnes dont c'est le sujet, quoi, des personnes qui étudient le climat, etc. Et en fait, cette reconnaissance, ça fait que déjà, je donne quelques conférences, ça arrive, souvent en privé. Et puis, je donne des cours aussi sur le climat. Et je dois en donner peut-être, je dois approcher des 70 heures, 80 heures par an. D'accord, dans Euh, des écoles d'ingénieurs? Ouais, des grosses écoles, ouais, Super Héros, Centrale Marseille. J'ai fait le CNAM aussi. J'ai fait un tout petit peu la Sorbonne. J'ai fait. Qu'est-ce Mais que ça, j'ai c'est fait d'autre? très Des important, écoles hein, comme quand ça. on voit le mouvement des jeunes étudiants sortis, là. euh, voilà, la prise de conscience de l'avenir possible qu'ils peuvent influer. Et donc, souvent, il y a beaucoup d'écoles où ils ont très très peu de connaissances, hein, et d'enseignement là-dessus. Ouais, mais les écoles sont un peu diminuées aussi parce que ils n'ont pas les profs. En fait, moi, je vais donner des cours que j'ai jamais eus, des Oui, cours c'est que ça. j'ai construits. Et effectivement, c'est pas le plus. Alors, c'est un complément de revenu. C'est clairement pas le plus rentable à l'heure, mais je pense que c'est important et ça me plaît aussi. C'est pour ça que je le fais. Oui, oui, mais c'est très important de former les ingénieurs de demain, hein. Voilà, parce que la France est un pays Puis, d'ingénieurs, c'est pas un pays de docteurs. et puis dans les projets que j'aimerais bien, avant un livre, par exemple, ça serait de faire peut-être un peu de live et par exemple de faire ça en live. Les cours que je donne, il y a plein d'écoles d'ingé qui les ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'il y a pas assez de profs et tout, et j'aimerais bien les rendre disponibles. Et Donc on alors? verra si je le fais. Mais là, ça serait vraiment des cours, quoi. Ben oui, c'est ça, genre des MOOC. Ouais, Pas faut que j'essaye. forcément Ça aussi peut être, abouti avec les examens et tout ça, mais non, ça peut être juste une présentation sur Twitch comme si j'étais devant une salle de cours, quoi. ouais. Je pense que et ça peut être assez rapide. Ça peut être un projet que je fais dans les 6, 8 prochains mois, quoi. Mais ça peut être en Alors, partenariat avec une école, justement. ouais, ou alors je me fais filmer dans une école comme Janko il a fait au Mines. Ouais, ouais. Ouais, c'est. Alors, se faire filmer, il faut vraiment agrémenter parce que quand on filme comme ça, on a un peu l'impression d'être au dernier rang de la salle et donc c'est pas facile. Justement, la vidéo permet d'être plus proche et puis d'avoir les diapos, les machins en plein écran. Donc ça nécessite un peu de montage, quoi, un peu de travail, de réflexion des pas. Ouais. En tout cas, voilà, les confs, les cours, les vidéos, un livre un jour, je manque pas de projet si je veux me diversifier. Le livre, j'avoue que ça prend beaucoup de temps, donc je sais pas si. En fait, le plus probable si j'écris un livre, c'est que genre un jour je me fatigue d'internet et des réseaux sociaux et je coupe ça pendant 6 mois et j'écris un livre. Ça c'est un scénario qui peut arriver parce que des fois les mecs sur Twitter ils sont un peu relous, quoi. Ouais. Dernière question qui n'a rien à voir. Vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de la vie sur Terre? La vie sur Terre, oui, elle s'en sortira bien Non, et ouais, la vie. non, je pense que c'est pas un problème. Je pense qu'on n'essaye pas de sauver la planète, hein. La Non, planète bah, elle la s'en planète, elle fout. n'a pas besoin de nous. Mais quand même, on détruit beaucoup de vie. Là, la On biodiversité, dé- c'est quand même beaucoup la vie. Ouais, ouais, on détruit beaucoup de vies, on détruit beaucoup d'espèces. Je suis en fait le truc. En vrai, ça me déprime pas ces questions environnementales. Comment j'ai fini par voir ces trucs-là? En fait, c'est assez simple. Il y a des gens qui disent que c'est trop tard, et dans un sens, ils ont raison, hein, dans le sens où il y a déjà des espèces qui ont disparu, il y a déjà des gens qui sont morts, ne serait-ce que cet été. S'il n'y avait pas eu ces vagues de chaleur, il y aurait eu un peu de morts en moins, probablement. Donc, il y a déjà des gens qui meurent du changement climatique et des émissions passées. Et il y en a qui vont mourir à l'avenir parce qu'on est déjà assez haut. Et en fait, plus on augmente en température, plus il y a de gens qui vont mourir et plus on va perdre des espèces. Donc, c'est déjà trop tard pour les gens qui sont déjà partis. C'est jamais trop tard pour. Enfin, comment dire, une fois qu'on a perdu 1,5 degré, on n'a pas perdu un 6, on n'a pas perdu un 7. Et vu que les dommages ils sont même pas proportionnels, ils vont tendance à être non linéaires, Et mais ils ils vont sont, augmenter avec les impacts, et ben, il y a ouais. toujours une cible suivante pour se battre, quoi. C'est comme si tu demandais à un médecin, OK, tu viens de perdre un patient, est-ce que tu es pessimiste? Ben non, il va se battre pour le suivant, quoi. Ça s'arrête pas là. Et donc, je sais pas comment le dire autrement. Et après, là où je suis optimiste entre guillemets, c'est que quand on lit le troisième groupe du GIEC, par exemple, il est assez clair sur le fait qu'aujourd'hui, on a les technologies, on a les évolutions de comportement pour réduire de facilement au moins la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on n'est pas démunis.
on a des trucs à porter qui permettent de réduire les impacts. Et en fait, aujourd'hui, on est sur des trajectoires qui sont d'un point de vue d'ingénieur, d'un point de vue d'économiste, d'un point de vue de sociologue, d'un point de vue de philosophe, complètement sous-optimal, quoi. On peut clairement faire mieux que les trajectoires en cours. Et donc, il faut se Ouais, battre pour ça, quoi. il faut se battre pour ça, mais ça veut dire que les modifications individuelles sont tellement énormes. Voilà, l'idée de, de, de- de beaucoup moins de voyager, de plus consommer de viande ou très peu, tout ça, c'est compliqué. Ouais, d'accord, mais ça se fera progressivement. Et si on regarde la consommation de viande en France, par exemple, elle ne fait que se réduire depuis Elle baisse. 15-20 ans, quoi. Ouais, elle baisse et il faut aller le plus possible. Et les gens qui me disent, moi, je peux pas arrêter la viande, ben, il faut commencer par la réduire. Moi, j'ai pas arrêté la viande. Moi, j'en mange Oui, moi aussi. une ou deux fois par semaine. Quand j'étais chez mes parents, c'était tous les jours. Ouais. Donc, et ça, c'est une réduction qui est importante. Mon mode de vie a déjà moins d'impact sur l'environnement. Donc, faut essayer de couper le gras où c'est possible. Et puis après, il y a des changements structurels. Et pour ça, faut un certain poids, il faut ce qu'on appelle des tipping points sociaux, quoi. Au bout d'un moment, on a suffisamment de poids pour imposer. Parce que le truc, c'est tout le monde ne va pas se forcer dans son comportement, mais au bout d'un moment, on est en démocratie, on imposera à ceux qui restent. Quand on milite pour que l'État lutte contre le changement climatique, on milite pourquoi au final? On milite pour qu'il impose une taxe carbone qui a un impact sur les comportements, qu'on le veuille ou non. Il faut Ouais. protéger les plus démunis, c'est sûr. Donc non, non, ce qui me rend optimiste, voilà, c'est que on a une marge de manœuvre et il y a des gens à sauver, des espèces à sauver, un avenir, mais même une qualité de vie à sauver. Moi les canicules, là, elles sont déjà reloues. J'ai pas envie que ce soit de pire en pire pendant 4, 5, 6 décennies. Même pour moi, même égoïstement. En fait, égoïstement, on a toutes les raisons à lutter contre le changement Ah climatique. bah, c'est sûr, ouais. Moi, je suis très Et privilégié je parce vais, que je je suis vais, dans une maison en banlieue parisienne avec un jardin et tout ça, mais en ville, c'est l'enfer, hein. ouais, moi aussi depuis peu. Et je vais même aller plus loin, c'est que bon, pareil, ça reste entre nous, hein, c'est dans le domaine du privé, mais j'ai eu une adolescence et un début de vie adulte qui n'était pas très heureuse, quoi, pour différentes raisons, c'est pas très important. Et en fait, aujourd'hui, quelque part, d'avoir ce problème, d'essayer de le traiter, d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, ça donne une forme de sens, quoi. Une forme d'accomplissement. Je me sens même plus utile que là. En doctorat, je n'étais pas très satisfait, par exemple. J'étais sur un sujet très précis et j'étais très isolé. Il n'y avait personne avec qui interagir, personne ne travaillait sur la même question. Et surtout, j'étais dans un département d'environnement où il y avait des climato-sceptiques. Et on l'a déjà dit, hein, je suis un peu tête de mule. Et donc, du coup, j'avais des problèmes avec mes collègues où ça pouvait monter un peu dans les tours. Et donc, aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais. Je suis payé par des gens pour me documenter. J'adore apprendre. J'ai une satisfaction intellectuelle à apprendre des nouvelles choses. Donc, j'aime ce que je fais. J'ai l'impression d'être utile, d'avoir un rôle social, d'être là où je devrais être. Et du coup, personnellement, je me sens assez accompli. Je dis pas que c'est parfait tous les jours, hein. Je ne dis pas que c'est un métier que je conseillerais. Il faut réussir à se mettre des coups de pied tout seul au cul parce que je travaille tout seul dans mon coin. Je suis quand même assez isolé, j'ai pas de collègues de travail, etc. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Il y a des jours où ce qu'on se mange sur les réseaux sociaux comme interaction et tout, c'est pas facile non plus. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose. C'est là que je me sens bien, c'est là que je me sens utile. Et après, pour ce qu'on peut faire sur le climat, j'ai l'impression qu'on a les marges de manœuvre et je ferai tout pour qu'on évite les scénarios du pire, quoi. Super. Une petite note positive quand même. Merci Rodolphe du temps et je Bah, sais de pas, rien. peut-être bonnes vacances parce que j'ai cru comprendre qu'après vous partiez, non? Ouais, ouais, ouais. Il La semaine faut se prochaine, je suis reposer. encore là et après, je fais des travaux dans la maison qu'on vient d'acheter. Et donc, je fais en vacances enfin, le 27 août, ouais, finalement. Ok. Après la chaleur, espérons. Espérons qu'il pleuve un peu d'ici là. Ah, ça, il faudrait, hein, parce que là, on est quand même au bord du. Ça fait peur. Moi, le manque d'eau, c'est une peur un peu irrationnelle, mais C'est une peur très rationnelle, je pense, mm. de, Oui, très de, de rationnelle. manquer d'eau. Mais un peu. Voilà, on ne sait pas si c'est irrationnel ou pas rationnel, parce qu'il y a encore de l'eau au robinet, mais, euh, mais voilà, ça, c'est vrai que tout d'un coup, on s'aperçoit que l'eau est fondamentale, quoi. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est intéressant parce que c'est horrible ce que je vais dire, hein. C'est un peu cynique, mais en fait, ces impacts qu'on voit cet été en France, des personnes comme moi, moi, ça doit faire 6, 7 ans que j'étudie vraiment le climat en profondeur.
c'est pas vraiment une surprise. Donc, Ouais. ça m'affecte pas trop moralement parce que quelque part, je l'ai déjà accepté, intégré. C'est genre, bah voilà, ils se produisent ce qui devait se produire. Par contre, on se rend compte que tous les autres, ils le savaient pas. Et eux, ils le vivent mal. Et eux, demain, ils vont se dire, ah, on fait peut-être de la merde. Et en fait, quelque part, ça nous pousse dans la bonne direction. C'est Ouais. ce qui serait le pire, c'est que ça reste un peu sous les radars jusqu'à ce que les impacts soient beaucoup trop grands. Donc, si on a des impacts un peu disproportionnés tôt, ça peut permettre d'agir plus vite, quoi. Bon, je Je sais pense pas que comment là, le cet dire été, il va autrement. être assez marquant. Je veux dire, ces incendies, la sécheresse, parce qu'on n'a pas fini, hein. Du coup, ça génère de l'inflation. Donc, les gens, dans leur vie quotidienne, s'aperçoivent véritablement qu'il y a un impact fort, quoi. Ouais, et c'est pareil, cette crise avec l'Ukraine, c'est dramatique, notamment pour les plus démunis, pour qui ça coûte extrêmement cher. Mais je me dis, si Mais dans c'est un 30 ans on se accélérateur, retourne, hein. si dans 30 ans on se retourne, on se dira peut-être, bah là, il y a eu la crise en Ukraine qui a permis à l'Allemagne de rediscuter la question nucléaire, par exemple, Ouais. ou qui a permis de sortir plus rapidement des fossiles et de déployer plus vite des renouvelables parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était pire que le climat, c'est notre dépendance géopolitique. Mais à Et la en fois, fait, la ça question arrive. nucléaire, je ne suis pas un spécialiste, mais on voit bien la crise en Ukraine. Je veux dire, c'est des cibles particulières. Donc, Ouais, on voit le risque, ah, hein, donc, est-ce qu'il faut être sur ça c'est des un plus argument. petits générateurs? C'est des questions que je ne maîtrise pas. Ouais, c'est un argument. Mais c'est Mais vrai que même, la Loire sans eau, bah, il n'y a plus de nucléaire non plus. et, Les bombes en Ukraine, bah, ça fragilise. Voilà. mais si on regarde par exemple avec la guerre en Ukraine, cet hiver, on a eu Bruno Le Maire qui nous invitait à baisser la température de consigne. C'était inimaginable avant. Donc, on a des discussions sur la sobriété depuis 6 mois qui étaient impensables avant. Et donc, quelque part, ces crises, les gens qui sont dans l'analyse comme moi, elles ne sont pas vraiment des surprises parce qu'elles font partie des risques qu'on comprend ou qu'on connaît. Par contre, pour le public, c'est une surprise et ça peut amener des changements de comportement rapides, quoi. Ouais, ouais. C'est horrible et c'est un peu cynique. Mais c'est vrai que Ouais, moi qui vis la sobriété, on peut être très heureux avec, hein. C'est vraiment ça, c'est la sobriété heureuse, comme disait un rabbi, ça existe. C'est-à-dire que ouais, moi, ouais. je prends l'eau de la pluie pour arroser mon jardin. Je vois que mon jardin a besoin de plus d'eau que je n'arrive à en récolter. Bon, ben voilà. Du coup, j'utilise mon eau d'écoulement, de vaisselle et tout ça en mettant un minimum de produits pour arroser. Voilà, on est dans un cycle, on essaye, on teste, quoi, comme on peut. Et Ok, voilà. c'est bien. Bon, eh ben, Rodolphe, merci beaucoup pour ce temps De partagé. rien. Et à bientôt, je vous enverrai le résultat. Yes, bonne À continuation. Bon courage dans vos recherches. bientôt. Au revoir. Au revoir.